Hello tout le monde. Attendez. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aussi aujourd'hui pour le super stream sur Symfony. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, longtemps que j'ai pas fait un stream orienté, on va dire formation ou en tout cas apprentissage. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors attendez, parce que là je viens juste de sortir de la douche. Donc j'ai pas vu toutes les personnes qui étaient là. Alors attendez. Déjà merci pour le renouvellement Soloan, merci beaucoup pour ton sub, ton deuxième mois. Et ben c'est propre. C'est super ça, merci beaucoup. Salut Boba Boom, salut Symphony, salut Clémaxil, salut Quentin, salut Bloupa, Omine, salut Majouba, salut Sankukai. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Du coup on se retrouve pour du Symphony. Et ben écoutez, ça va être plutôt cool. Salut Medjalil. Alors attendez, parce que je viens seulement, comme je vous dis, de sortir de la douche, donc forcément, il faut que je reparamètre tout. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Alors attendez, juste, hop, voilà, j'ai juste besoin de faire une petite commande et après c'est bon, on démarre, on y va. On est des fous. Alors attendez, il faut que je trouve le Xander. Voilà, ok, let's go. Alors, salut Bricobob, salut truc de bois. Alors, chaud pour du SF, et bah écoutez, je suis chaud aussi pour du SF. Alors aujourd'hui, quel est le programme? Alors le programme, il va être très simple. Aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai expliqué, on va faire 3 lives. Un live aujourd'hui, donc de 17h jusqu'à 19h. Et après, moi, ce soir, je vais voir Batman. On s'en fout. Demain, de 16h30 jusqu'à 18h30, on aura la deuxième session. Et après, ce sera samedi, de midi jusqu'à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant ces sessions? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais essayer de faire à la fois une partie théorique et une partie pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La partie théorique, c'est-à-dire que je vais vous montrer des choses sans forcément être dans un contexte projet. On va regarder les bases de Symfony. Et après, une fois qu'on aura fini ces bases-là, on va passer sur un projet. Alors le projet, on va certainement pas le commencer aujourd'hui. On va aujourd'hui essayer de se focus sur les bases. Alors quelles sont ces bases? Justement, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ben on va les regarder ensemble. Hop, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va voir, effectivement, ça va être l'installation de Symfony. Alors évidemment, je suis sur un environnement Linux. Donc on va essayer au moins de faire quelque chose qui soit le même pour tous les environnements, pour tous les OS. Le deuxième point, ça va être de créer notre première page avec Symfony. Tout simplement. Et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la relation contrôleur-vue. Ok, ensuite on va voir Twig. On va rentrer dans les trucs simples de Twig, c'est-à-dire les variables, les conditions et les boucles. Tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler basiquement avec Twig. Ensuite, on va travailler un petit peu le routing, pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec du routing. On va travailler ensuite avec les contrôleurs, comprendre quelle est sa responsabilité au contrôleur, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit récupérer, qu'est-ce qu'il doit renvoyer. Cette fameuse notion de requête et de réponse. Ensuite, on va regarder un petit peu la notion de formulaire, la notion de validation pour suivre au formulaire, puisque ça va plus ou moins aller avec, évidemment. On va regarder un tout petit peu les notions de variables d'environnement. Merci pour ton follow, merci beaucoup et bienvenue à toi. Donc les variables d'environnement pour pouvoir attaquer juste après Doctrine. Donc Doctrine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ORM, mais on reviendra un petit peu sur tout ça. Donc sur Doctrine, il y a quand même plusieurs choses à voir. On a donc la création d'entités, le listing et du détail, c'est-à-dire faire du requêtage, faire du select si vous voulez. Après, on va avoir toute la partie persistance, création, modification, suppression. Et ensuite, merci Evolved. Et ensuite, on va regarder un petit peu la notion de relation. C'est pour ceux qui connaissent un tout petit peu, si je vous parle de many to one, many to many, one to one, one to many, ce genre de choses, ça doit vous parler un tout petit peu. Et je vais terminer sur data fixtures. Alors, une fois qu'on aura vu tout ça, on pourra commencer à travailler sur un projet. Aujourd'hui, j'ai pas encore réfléchi au projet sur lequel on allait travailler. Ça va être certainement un projet assez simple. On va pouvoir mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout ce qu'on verra aujourd'hui. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura le temps de voir tout ça, c'est pas sûr, mais en tout cas on ira le plus loin possible. D'accord? Et puis de toute façon, pour ceux qui sont pas là aujourd'hui, enfin pour ceux qui sont pas là toute la journée aujourd'hui ou ceux qui ne sont pas là demain, il y a toujours les rediffusions qui vont arriver sur YouTube assez rapidement. Je pense que ça sera un délai de 24 heures à peu près. Mais en tout cas, voilà. Salut Delombre. Salut. Eh ben écoutez, on va commencer de suite, puisque je pense que
autant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais close. J'ai quoi d'autre? Ça, je vais le close aussi, c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. Hop. Ok, donc on est ici. Pour le moment, tout ça, on s'en fout. Je vais juste retirer, faire un tout petit peu de tri. Voilà. Ok. Alors. Eh ben écoutez, c'est très simple. On va se lancer. Donc la première chose que je vais faire, évidemment, c'est aller dans ma console. Alors, on va même aller sur le site de Symfony. Je pense que c'est la première étape à faire. Si vous avez bien un truc à faire en tout début, c'est ça. C'est d'aller sur le site de Symfony. Ok. Une fois que vous arrivez ici, il y a un truc qui est tout simple. C'est on va cliquer sur... salut Méga Flemme. On va cliquer sur Download. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ok, pour télécharger Symfony, vous avez le choix. Soit vous installez la CLI de Symfony. Symfony CLI, c'est un binaire, si vous voulez. C'est un binaire qui va permettre justement d'exécuter. Merci Bing. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est Bim Inc. Alors Bim Inc, à mon avis, ça doit être ça. Bim Inc. Pas évident, hein. J'ai du mal avec les N et les B, moi. Hein. Mais bienvenue à toi en tout cas, et merci pour le follow. Donc on peut installer donc le binaire de Symfony qui va permettre d'exécuter des commandes Symfony. Ok, à ne pas confondre avec la console. Avec la console de Symfony qui est encore autre chose. Donc ça, on a le choix entre la création de deux types d'applications. La première, ça va être le --web app, qui est, si vous voulez, la façon traditionnelle d'installer un site, de créer un site, si vous voulez, de créer un site web. Ou sinon, on fait un Symfony New, tout simplement. Et là, c'est plutôt pour tout ce qui va être partir en fait d'une base où on a un Symfony qui est très light, où il y a très peu de composants. On va essayer de comprendre la différence qu'on peut avoir entre les deux. Salut Kurian. Et ensuite, ils nous disent, ok, comment installer plein de composants. Bon, tout ça, on s'en fout. Donc, de toute façon, que l'on soit sur Windows, sur macOS, sur Linux, à partir du moment où vous avez installé la CLI, les commandes, après, seront toujours les mêmes, qu'on soit sur n'importe quel OS. Ok ? Donc ici, effectivement, si vous avez Windows, vous pouvez directement soit télécharger le binaire qui se trouve ici, l'ajouter quelque part et le faire pointer dans votre variable d'environnement, paf, voilà. Ou sinon, vous avez macOS avec Brew, par exemple, ou Linux avec du sudo apt, ou d'autres petits trucs comme ça avec Yum. Ok, bon, tout ça maintenant, ça, je peux pas m'occuper de ça pour vous. Prenez un petit peu le temps pour faire ça de votre côté, c'est pas très long, mais en tout cas, une fois que c'est fait ça, on peut revenir maintenant là où on se trouve tout de suite maintenant à installer et à créer notre première application Symfony. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une Symfony New Web App. Parce que nous, ce qu'on veut créer, c'est une application web. On veut travailler sur cette partie-là. Donc c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans CD GitHub, CD Teboilo, CD Getting Started, CD SRC, et là je vais faire du coup, alors vous occupez pas de mes dossiers, hein. Moi c'est ma façon de travailler, ok, vous occupez pas trop de ça, d'accord? Donc moi ce qu'on va faire, c'est que je vais faire Symfony New --web app, et là moi je vais l'appeler tout simplement Symfony mon projet, hein, parce qu'au final c'est pour le tuto, on est là pour travailler ensemble sur ce sujet là. Je lance, il me dit commande introuvable, ah bah voilà, je n'ai pas installé la CLI, donc je vais installer la CLI tout de suite, je vais faire des copier-coller. Hop, je copie-colle, il me demande mon mot de passe que je ne vous donnerai pas, évidemment. Il va nous demander de faire un sudo apt. Alors clairement, c'est mieux de travailler sur Linux parce qu'on a quand même un environnement qui est bien plus simple à gérer quand on fait du développement web. Et là, pour le coup, je gère pas de Docker. Hein. On va tout faire à la main. Ok, donc là, j'installe la Symfony CLI. Et normalement, en toute logique, si je tape Symfony, j'ai bien la commande Symfony qui fonctionne. Ok, donc je peux refaire ma commande que j'avais fait tout à l'heure. Symfony New Web App Symfony. Donc là, il va tourner, il va faire plein de choses. On va attendre un tout petit peu. On sait tous que c'est 1, 2, 3, 4. Eh bien non. Si tu écoutes bien le son de mon clavier, c'est pas 1, 2, 3, 4. Là, au moins, je suis sûr de tout capter à ce stream. Eh ben écoute, on va peut-être apprendre de nouvelles choses, on sait jamais. Moi, j'apprends toujours de nouvelles choses, même quand j'apprends des bases, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. On a toujours des trucs à apprendre. En attendant, ce qu'on va faire, c'est pendant que ça tourne, on va aller justement faire New Project from existing files dans PHP Storm. Alors, évidemment, si vous n'utilisez pas PHP Storm, ça va être un petit peu compliqué, mais normalement, ça devrait bien le faire. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code, ça le fait aussi, avec peut-être l'installation certainement de petites extensions, de petits plugins qui vont permettre de faciliter un petit peu le travail.
Ok, j'ai l'impression que ah non, l'installation n'a pas encore terminé, il est en train de travailler. Dis, t'as déjà fait une vidéo sur la clean architecture avec API Platform? Non. Mais au final, ça change pas des masses. C'est un petit peu chiant à gérer parce que t'as la notion de provider, persisteur et ce genre de choses. Donc c'est ça qui va être un petit peu compliqué, mais au final, pas tant que ça. Alors, ok, donc là, il nous dit le projet est ready à être utilisé. Ok. Bon, bah écoutez, moi, ce que je vais tout de suite faire, c'est, dans un premier temps, faire le fameux Symfony serve. Ok. Ah, il me dit... Alors, attendez, on va couper. Il me dit un warning. Il me met un warning. Il me dit « Run Symfony Server CA install first if you want to run the web server with TLS support. » Ok. Bah écoutez, on va essayer de faire ça. Donc, Symfony Server CA. Il me demande mon mot de passe. Et là, il va installer le certificat. Ok, si je relance un Symfony Serve, cette fois, il devrait bien me créer ma petite tambouille. Ok, sur le port 8001. Alors, dans mon cas, c'est 8001. Chez vous, ça sera certainement 8000. Et voilà, on a notre première page. Et ça, c'est la page de bienvenue de Symfony pour vous dire, ok, tu as créé ton projet Symfony. Maintenant, tu peux développer. Check requirement, peut-être, on peut faire un check requirement si on veut pour pouvoir vérifier s'il ne nous manque pas des choses. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais, par exemple, ouvrir une nouvelle page. Et si je crois que c'est check... Alors, dans ces cas-là, regardez, on fait un help pour être sûr de ce qu'on va taper. On a quoi? On a certainement, si je monte, un check requirement qui doit tomber. Attendez, donc ça, tout cloud, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est pour Symfony Cloud. Ça fait quand même beaucoup de choses. On n'a pas le check requirement. Alors, attendez. À mon avis, si je tape check requirements... Ok, il me dit que mon... Ah bah voilà, il me dit quoi? Que mon système, lui, il est tout à fait prêt pour installer un projet Symfony. C'est vrai que c'est une commande qu'on aurait... Bah voilà, c'est une commande qu'on aurait pu faire juste avant de l'installer pour vérifier si tout est parfait de notre côté. A priori, tout va bien. On n'a aucune extension à installer en plus. Tout a l'air parfait. Alors, il faut savoir que là, je suis en PHP 7.4. Alors, attendez. Parce que je suis en PHP 7.4. Et du coup, il m'a installé Symfony 5.4. Donc, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire? On va revenir en arrière. Je vais close ce truc-là. Et vous allez voir, on va supprimer et on va déjà passer sur un PHP 8.1. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec PHP 8, notamment les attributs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rmrf Symfony. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer de version de PHP, parce que j'ai 3 versions, j'ai la version 7.4, 8.0 et 8.1, et moi ce que je veux, c'est la 8.1, d'accord? Donc je vais juste faire une petite commande, que j'ai ici en copier-coller, hop là, et je vais sélectionner 4, ok. Maintenant je vais refaire Symfony check requirements, alors déjà c'est 2 points, j'ai pas envie de mettre des tirets, c'est 2 points. Là, il nous dit on est sur du PHP 8.4, alors attendez, PHP 8.1, alors dans ce cas-là, c'est qu'on a justement peut-être une certaine petite commande à faire pour gérer justement, je pense, la version de Symfony qui va être utilisée. Trop cool de revenir lors d'une presse Symfony. Bah moi aussi ça me fait plaisir de revenir là-dessus. Alors, PHP préinstalle sur ta machine. Oui, j'ai installé évidemment PHP derrière, évidemment. Tout est installé. Il faut évidemment avoir, pour ce tuto, avoir au moins PHP 8.1, ce serait mieux, pour au moins aller travailler sur les dernières versions et un petit peu monter en compétence sur les dernières versions de PHP. MySQL, si possible, ou alors SQLite, à minima. Et puis ça devrait suffire. Pas besoin d'autre chose. Juste d'une base de données. Alors attendez, parce que là, a priori, lui, il nous dit following 7.4 CLI. Alors attendez. Ça, par contre, vu que... alors, on va faire Symfony, version. Fais voir un tout petit peu. Alors, c'est pas version, attendez. Display, application version. Alors, attendez. Non, c'est pas ça. Touk. Alors. Hop. Salut, Furious. Alors attendez, juste je veux revenir, le web app sert à quoi exactement? On va y revenir, on va voir tous les packages qui vont être installés. Alors attendez, Symfony, change PHP version, est-ce que ça, il y a un petit truc à faire? Juste pour définir un tout petit peu la version de PHP. Hop. Ok, j'adore ça. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un echo de 8.1 dans .php version. Ok. Maintenant, si je refais
un Symfony check requirement, on est bien en 8.1. Par contre, il nous dit, regardez, il nous dit intel extension should be available. Donc il nous faut faire un sudo apt install php 8.1-intl. INTL, c'est pour l'internationalisation, d'accord? C'est pour gérer l'internationalisation. Il faut savoir que dans PHP, on a déjà, en fait, si vous voulez, de la traduction qui est faite nativement. Comme les mois, par exemple, comme les dates qui sont faites nativement. Ok. Alors, la version 6.0, elle n'est pas encore sortie, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Elle sort quand la roadmap. On va regarder la roadmap de Symfony. Donc, la roadmap de Symfony, c'est pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et quelles vont être les dates de sortie. Donc la 6.1 devrait sortir du coup en mai. Donc on va pas être sur une version dev, on va rester sur une version 8.0 qui est une des versions du coup la plus récente et surtout la dernière LSR, Last Stable Release. D'accord ? Moi je vous conseille quand même, si vous avez un gros projet que vous voulez le commencez toujours sur une LTS, c'est peut-être un petit peu mieux. Il y a un fichier à créer à la racine du projet, je crois, pour choisir la version de Symfony Serve. Oui, bah du coup c'est un fichier .php version. Ok, donc là maintenant si je fais un check requirement, tout va bien. Et là, je vais pouvoir recréer mon projet. Cette fois, en faisant, normalement, si je fais ça, version égale 6.0, pour forcer justement l'installation de la version 6. Ok, c'est parti. La presse va être faite non pas avec un skeleton, mais avec le website. Avec le web app du coup, parce que le website a été modifié. Salut Kanto. Alors non, ah oui, truc de bois, excuse-moi. Non, PHP n'est pas préinstallé sur la machine, il faut l'installer à la main quand même. Hein. Alors du coup, attendez, je peux revenir dans PHP Storm parce que du coup, il a terminé. Bah non, cancel, c'est juste celui-là. Voilà. Ok. Cette fois, en toute logique, si je vais dans le composer.json, je devrais bien avoir la version 6 qui est installée. Maintenant, on va essayer de comprendre un tout petit peu. On va essayer de comprendre un tout petit peu tout ce qu'il a installé. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément là de base. D'accord ? Alors, ce qu'on pourrait faire, si on regarde un tout petit peu, dans le require dev d'ailleurs, c'est ça qui va m'intéresser, on a quelques petits trucs. Alors, ce qu'on va faire, regardez, c'est que je vais installer dans un dossier quelconque, regardez, je vais faire la même truc, mais je vais enlever le web app. Ok ? Et on va faire ici skeleton et on va vérifier un petit peu voir la différence qu'on peut avoir entre les deux. On va faire la différence entre les deux fichiers composer pour comprendre un tout petit peu la différence qu'on a justement et comprendre d'où elle vient. Alors attendez, hop, c'est parti, je mets le côte à côte, hop là, let's go. Ok, donc déjà le require, on voit que entre les deux, on a quand même énormément de choses qui ne sont pas là. Hein, il y a quand même à peu près, alors attendez, là si je compte le nombre de lignes par exemple, on en a combien on en a facilement 42, alors tandis qu'ici on en a une dizaine, donc ça fait à peu près, ici on a quoi, on a 6 composants d'installés, et là on en a combien? On a quand même bien plus de composants installés. Là, on est sur une trentaine de composants installés. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est-à-dire que ici, on a le minimum requis pour pouvoir faire fonctionner un site, faire fonctionner un projet Symfony, si vous voulez. On a besoin de quoi ? De la console, pour faire un Symfony, pour travailler avec la console et voilà, un petit peu. D'avoir au moins toutes les commandes nécessaires. .env, pour la gestion des variables d'environnement. Flex, ça, vous verrez plus tard ce que c'est. Je ne vais pas l'expliquer forcément maintenant. Merci Nozarashi, merci pour ton 3e mois, merci beaucoup. Alors effectivement, ensuite on a Framework Bundle qui est absolument utile justement pour avoir cette notion de, ok, on a une espèce de corps qui permet d'avoir, parce qu'en fait, attendez, avant de m'embarquer dans cette explication, il faut savoir que tous les composants, la majorité des composants de Symfony peuvent être utilisés en dehors de Symfony. Et ce Framework Bundle, en fait, si vous voulez, en fait, c'est le chewing-gum, c'est la colle, la glue qui permet de dire, ok, on va travailler dans un certain cadre et le cadre il est comme ça. C'est Framework Bundle qui permet de faire ça. On a Runtime et on a YAML. YAML, c'est aussi pour la configuration, entre autres, en tout cas pour gérer la configuration qui est nativement en YAML. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a du Doctrine. On a Doctrine Bundle et Migration. On a l'ORM du coup. Donc l'ORM, c'est tout plein de librairies, une suite de librairies qui permettent justement d'accéder à toutes les fonctionnalités de Doctrine. On va avoir, alors je ne vais pas passer là-dessus, je vais plutôt aller directement sur Assets, c'est la gestion des assets avec Twig par exemple, en tout cas le versionning des assets. On va avoir console, ça c'est ok. Doctrine Messenger, donc ça c'est
En gros, c'est un adapteur qui permet de gérer Messenger avec Doctrine. Alors, on va peut-être pas le garder à terme. On a toujours .env, expression language. Qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui permet en fait de faire de l'évaluation de code. De l'évaluation, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que j'ai une chaîne de caractères où j'ai 6 plus 6. C'est une chaîne de caractères. L'évaluation, je vais évaluer cette chaîne de caractères, il va m'en sortir 12. D'accord? Salut Dédé Huile. Web app plutôt pour genre un site web. Oui. Ensuite, donc, on a form pour la gestion des formulaires. HTTP client, ça on a besoin de faire des appels HTTP en dehors, par exemple, sur une API. Ça sera certainement pas notre cas. INTL, donc pour gérer l'internationalisation. Le mailer, pour envoyer des mails. MIME, c'est justement... Quand on va faire du mailer, on va vouloir justement envoyer ce qu'on appelle des meme types. Donc les meme types comme un template mail par exemple qui va renvoyer du texte HTML. En fait, on gère ça avec des mimes. D'accord? Monologue bundle, ça c'est ce qui va nous permettre de gérer du logging, d'ailleurs de loguer en fait tout ce qui se passe sur le site web. Donc tout ça, ça va se passer dans un dossier bien précis. Notifier qui permet en fait de gérer un système de notification et on pourra lui ajouter par exemple, je sais pas, envoyer des messages Slack, des SMS, ce genre de choses. On a process qui permet de lancer des process système si vous voulez. Property access qui permet justement en fait de travailler directement sur les objets sans avoir, en fait, avec la réflexion et de pouvoir faire récupérer des valeurs, modifier des valeurs, ce genre de choses dans un objet sans forcément le connaître, savoir comment il est fait, si vous voulez. Salut, Tête Level Up. Alors, attendez. Property Info, bon, bah ça, j'imagine que ça va avec Property Access, que je connais pas d'ailleurs. Proxy Manager Bridge, je vais pas trop vous embêter avec ça, mais en fait c'est la mise en place du Proxy Manager, du Proxy Pattern si vous voulez. Runtime, ça bouge pas. Security Bundle, c'est une bundle qui permet de gérer toute la sécurité, donc toute la partie authentification, autorisation. On a le Serializer, ça c'est pour faire de la serialisation CSV, JSON, ce genre de choses. En gros, on peut s'en servir pour faire par exemple une API. On va avoir string, c'est pour permettre d'avoir des outils qui nous permettent de manipuler des strings beaucoup plus simplement. Translation, ça c'est vraiment la partie traduction, fichier, gestion des fichiers, ce genre de choses. D'accord? Donc à voir la différence, je connais pas trop le INTL, à voir la différence qu'on a entre les deux. Celui-là, avant il y était pas avant celui-là. On a Twig Bundles qui permet d'intégrer Twig, si vous voulez, de faire la colle qui va avec Symfony et Twig, parce que Twig est une librairie qui peut être utilisée indépendamment de Symfony, et Twig Bundle, c'est un petit peu la glue qui vient faire entre les deux. On a Webpack encore. Alors Webpack encore, ça c'est quoi? C'est un outil qui permet de gérer, si vous voulez, on va dire, tous nos assets du style CSS, SCSS, images, JavaScript, tout ça, de le gérer, si vous voulez, avec Webpack. Et Webpack encore est un outil qui permet de simplifier, d'avoir une surcouche à Webpack qui permet de simplifier tout ça. Donc après on a Weblink, Validator, qui est très important, Validator, toute la partie validation. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre première page qui marche, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire un npm install. npm install, c'est pour installer en fait toute la partie justement Webpack, puisque vu qu'on a Webpack, il a aussi du coup installé tout plein de choses derrière. D'accord, il a créé un package.json et on va devoir justement installer toutes les dépendances qu'on a. Salut Lul. Alors, ok. Donc là, on va pas trop s'embêter pour le moment. Je fais juste un npm install. Et ça, on regardera ça plus tard, d'accord? On s'embête pas avec ça tout de suite. Nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer notre première page. Ok, let's go, on crée notre première page. Alors, j'en abuse trop, je mets des règles business dedans. Bah, c'est pas un problème. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Alors attends, IBPHT, bonjour à toi. Ah oui, le profiler n'est pas installé. Alors, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer aussi effectivement le profiler. Regardez. Donc là, pour installer, alors ce qu'il y a de bien, c'est que sachant qu'on se trouve dans un dossier, dans un projet Symfony, alors dans un projet Symfony, on est capable, si vous voulez, de dire en fait, si vous voulez, de faire la chose suivante. Regardez, de faire composer, rec, profiler. Et en toute logique, il va m'installer automatiquement le profiler pack qui va permettre justement. Alors attendez, pourquoi Unpacked, ok. Removing, alors pourquoi tu me le removes, mon petit pote?
Alors attendez. Alors déjà, je me suis trompé. Parce que moi, ça, j'aurais bien voulu plutôt l'installer en environnement de dev. Déjà. Et pas en environnement de... et pas en environnement, si vous voulez, de normal. On va en avoir... Ah mais non, il y a le web profiler qui est installé. Non, il était installé. Ah oui, Require Dev, excusez-moi, je l'ai oublié. On a le debug, le maker. Le maker, c'est un outil qui permet de générer des contrôleurs, générer des entités beaucoup plus simplement en ligne de commande. Et on a le web profiler. Pardon, je l'ai oublié celui-là. C'est pour ça que je me disais où il était le profiler, mais il est ici. Ok. Maintenant qu'on a ça, je suis tombé sur une conf sur CQRS et surtout sur l'event sourcing la semaine dernière. Ça a l'air intéressant. Je sais pas si tu as déjà testé, si ça te dirait de faire un live dessus un jour. Alors, du CQRS, on en a déjà fait ici en live. On en a déjà fait en live justement. Et c'est plutôt pas mal quand tu fais Clean Architecture, Clean Architecture DDD et CQRS. Ça marche plutôt bien. Ok, on continue à créer notre première page. Donc, pour créer notre première page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer notre premier contrôleur. Donc là, pour vous montrer, on va générer en utilisant le maker. Mais après, je n'utiliserai plus jamais le maker, je vous le dis. Donc là, on va faire bin/console make controller. Là, il va me demander quel est le nom de votre contrôleur. Alors nous, on va l'appeler home controller, tout simplement. Ok, home controller. Ok, là, il va me créer un fichier qui va s'appeler home controller dans le dossier controller qui se trouve dans SRC. Maintenant qu'on se trouve ici, il y a plein de choses. Alors déjà, unnamed class, alors attendez, pourquoi il ne me trouve pas tout ça? C'est à mon avis, je pense que c'est une mauvaise. Voilà, attendez. On va essayer de bien gérer tout ça. Directories. Ok, on a bien SRC, tout ça. Normalement, là, on est ok. Alors c'est quand même étonnant qu'ils me disent qu'ils ne reconnaissent pas ça. Pourquoi ils ne reconnaîtraient pas ici? Sachant que les dossiers, tout est là. Ah, c'est quand même étonnant ça. Pourquoi ils ne les trouvent pas? Alors attendez. Avant de continuer, ça, il faut que je règle le problème là, parce que sinon, ça va être un petit peu embêtant, si vous voulez. C'est-à-dire que là, si je fais ça... Non, il a l'air de trouver. Ouais, il a l'air de trouver les choses, mais je sais pas pourquoi il marque des erreurs. Alors déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un declare strict type pour justement forcer PHP à être strict sur les types. La partie event sourcing que je connaissais pas. Ah oui, event sourcing, oui, effectivement, j'en fais pas. C'est cool ce getting started. Pile le bon moment, je sens avec PHP 8 et le regain d'intérêt pour le langage. Ah oui, PHP 8, ça envoie du bois. Hein. Ne pas utiliser le maker, c'est pas souci de purisme où le maker fait le taf mais sans plus. C'est parce que j'aime pas trop en fait les choses qui fait. J'aime pas trop les générateurs qui font des choses pour moi, sachant qu'ils les font pas exactement comme je le veux. Tu vois, par exemple, il met pas le declare strict type et bon, je suis obligé de le taper à la main du coup. Alors attendez, je sais pas vraiment pourquoi il reconnaît pas. Ah, c'est quand même étonnant ça, attendez. C'est quand même étonnant. Composer. Getting started. Symfony, oui. Execution. Alors attendez. Ah, attendez, c'est peut-être ça. Attendez. C'est peut-être juste ça. Attendez. C'est parce qu'il reconnaît pas. Il reconnaît pas Composer. Si je tape Composer ici, ok. C'est pas which Composer. Si c'est ça. Alors je vais lui donner ce truc là. Est-ce que ça serait ça? Est-ce qu'il serait capable de me régénérer? Alors est-ce qu'il va m'indexer les fichiers? On dirait qu'il n'a pas indexé en fait tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un invalide cache. On va invalider le cache et on va restart. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'indexation de tous les fichiers, l'autocomplétion va pas très bien marcher, ça va être très compliqué à avancer, si vous voulez. Donc là, il indexe tout en bas. J'espère que ça va fonctionner. Hop. On va attendre. Ok. Il ajoute. Alors ça va prendre un petit peu de temps forcément parce qu'il doit ajouter tout ce qu'il y a dans le vendeur et tout. Il doit prendre tout ça en compte. En plus de toutes les extensions PHP qui sont nativement installées sur mon PC. Allez, on va attendre un petit peu. Pas de quoi s'affoler. Hop. Alors. Ah, cette fois ça marche et j'ai plus d'erreur. Ok. Donc là, il nous dit app home. Je vais juste l'appeler home et je vais mettre juste slash. Et ici, je vais enlever ce qu'il y a nativement ici. J'en ai pas besoin. Par contre, il m'a créé une vue qui s'appelle home/index.php. Donc ça, c'est un template
Twig qu'il a créé, qui se trouve ici. Donc tout ça, je vais l'enlever et je vais juste mettre un Hello World ici. Tout simplement. Hello World. Ok? On va faire un Hello World. Maintenant, on va aller sur notre site pour vérifier où est-ce que tout ça se trouve. Alors, du coup, attendez, il faut que je relance un Symfony Serve. Parce que du coup, il l'a close le process. Il a terminé le process. Donc, il faut que je retourne dessus. Et là, il me dit quoi? Entry.json. Ah! Alors là, si vous avez cette erreur-là, ça vient justement de Webpack encore. Donc là, il va falloir lancer une toute petite commande. On va la lancer ensemble. On va simplement faire un npm run dev. Juste pour qu'il génère un tout petit peu les fichiers qui vont être nécessaires justement aux fichiers externes. C'est-à-dire que là, en fait, si on va dans le dossier asset, on a quelques fichiers qui se trouvent ici. Il va compiler tout ça et il va créer tout ça. Il va créer tout ça dans un fichier. Il va générer tout ça dans un dossier build qui se trouve dans public. Il faut comprendre que vous, en tant que le serveur, lui, en gros, l'utilisateur, quand il va accéder à votre serveur, quand il va y avoir une requête à votre serveur, tout va passer par le dossier public et ce sera le seul dossier qui va être exploitable. Et là, c'est bon. J'ai bien mon Hello World qui est ici. Et j'ai bien ma barre de profiler qui est tout en bas ici. D'accord? Là, il me dit que j'ai une erreur. On va regarder un tout petit peu. Il me dit erreur trying to collect executed migration. Donc ça, c'est les migrations de Doctrine, mais pour le moment, on s'en fout un petit peu. On n'en a pas besoin. Donc on va mettre de côté cette erreur-là. D'accord? Tu ne précises pas que c'est un projet Symfony depuis WebStorm. Alors non, je suis sur PHP Storm, mais j'ai pas besoin de lui préciser. Il le trouve automatiquement. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a créé notre première page. Ok, bon bah jusque-là, vraiment, on se complique pas la vie. On a créé notre première page. Alors attendez, je vais juste faire le ménage sur tout ce que j'ai à côté d'ouvert parce que j'ai plein de choses d'ouvert et ça va être très compliqué pour suivre. Alors attendez, bougez pas. Hop, hop, voilà. Et je vais vous garder vous et ma page web. Ok, et je vais reprendre un tout petit peu mon document. On a donc fait création de première page. Vous avez vu, c'était très simple. J'ai créé un contrôleur. Mon contrôleur, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a donné une route avec des attributs, en PHP 8 du coup. Donc les attributs, comment ça fonctionne? C'est dièse et entre crochets, et à l'intérieur, on met les directives qu'on souhaite mettre. Donc là, on lui met que c'est une route. Donc il faut ajouter notre use ici. En premier argument, il va prendre le chemin. Donc moi, c'est juste slash pour lui dire que ça va être ma page d'accueil. Et après, le nom de la route. Le nom de la route, c'est pas obligatoire, mais ça va être utile si demain on a besoin de faire des redirections. On va y revenir juste un petit peu après. Donc maintenant qu'on a fait ça, derrière, on lui dit qu'on va renvoyer une réponse. Donc une réponse, c'est une réponse HTTP. D'accord? Et dans notre cas, on va faire un render. Donc le thisRender, qu'est-ce qui se passe? En fait, le thisRender, il va faire appel à Twig. Si on fait thisRenderView par exemple, ici il dit ah bah tiens, je vais récupérer Twig, le composant Twig, et utilise la fonction render de Twig, et donc là on lui donne le nom de la vue et les données qu'on veut passer à notre vue. Donc là, bah, on passe pas de données à notre vue, on veut juste afficher index.html.twig, tout simplement. Et on se retrouve avec ce que je vous ai montré plus tôt. Ok, maintenant on va essayer de jouer un petit peu avec Twig justement. On va passer à la troisième étape qui est la manipulation de Twig. Moi ce que j'aimerais commencer à faire par exemple, c'est de lui passer une première variable. Donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui passer un nom. Et je vais lui passer mon nom à moi, Thomas. Donc là je vais lui passer quoi comme paramètre? Un tableau. Et ce tableau est constitué de quoi? Bah, c'est un tableau associatif déjà, avec une clé et une valeur. La clé, ça, c'est ce qu'on va retrouver en tant que variable dans notre Twig. Et bah, du coup, la valeur associée à cette clé. Donc, si je fais hello name, comme ça, je devrais avoir hello Thomas. Ok, on a vu comment passer une valeur. Vous avez vu, c'est très simple. J'ai du mal à comprendre ce que fait de plus le declare strict type. Alors, que fait le declare strict type? On va juste s'arrêter là-dessus un tout petit peu. Le declare strict type, en gros, je vais essayer d'être assez précis sur ce que je vais dire. Je vais enlever le declare strict type. Ici, je vais créer une méthode que je vais appeler public function, on va l'appeler foo, qui va prendre un integer, on va le mettre ici, bar. D'accord? Et là, je vais faire simplement un dump de bar. Ok? Et je vais l'appeler ici, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Fou. Et là je lui passe 15, la valeur 15. Donc le DD c'est une fonction qui veut dire dump and die.
C'est grâce à l'élément, si vous voulez, var dumper, c'est un composant qui va permettre justement de dumper beaucoup plus facilement une donnée. Au lieu d'avoir un truc tout moche, on aura un truc assez joli. Vous verrez plus tard comment ça peut marcher quand on a des données un peu plus complexes que ça. Donc là, on voit bien qu'on a bien un integer. Ok. Le strict type, ici, si là je mets par exemple que ça c'est une string, on va voir, ça fonctionne aussi. Il me dit, bah ouais, en fait, ça fonctionne aussi, tu passes une string, mais pourtant, ici, j'attends un integer. Mais PHP, il est assez permissif. Donc, il est capable de dire, ah bah tiens, tu me files une string, mais j'attends une int. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais caster ton truc en int. Bon, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, le strict type, il va faire quoi? Regardons ce qui va se passer. Si je mets déclare strict type, déjà là, il me met une erreur. Il me dit, attention, on s'attend à avoir un integer. C'est là où on est cette notion de strict. Quelque chose de très très dur. Et là, il va nous afficher une erreur. Il me dit, attention, tu dois lui envoyer un integer et non pas un string. Tu lui donnes un string alors qu'on attend un integer. Ça va pas. Donc le strict type permet justement d'avoir cette notion de quelque chose d'assez justement strict, hein, c'est le principe, pour vraiment forcer en fait à bien gérer nos types. Voilà, ça sert à ça le declare strict type. Ok, maintenant que j'ai fait ça, ce que j'aimerais ajouter derrière, ce sont peut-être ici, au lieu de mettre name, de mettre plutôt personne. Et on va mettre un autre tableau à l'intérieur. On va faire par exemple name. Alors attendez. Name. Thomas. Age. 33. Voilà, j'ai 33 ans. Donc moi ce que je veux c'est afficher bonjour Thomas, tu as 33 ans. Donc bonjour. Et là qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc on va mettre, nous on l'a appelé comment? On l'a appelé personne. Ok, donc je vais mettre personne.name, c'est le nom. D'accord? Il est capable de comprendre qu'il va aller ici. Tu as, donc, hop, attendez, excusez-moi, tu as personne.age, oula, tu as 33 ans. Alors c'est gentil de me le rappeler que j'ai 33 ans, mais effectivement, Thomas, tu as 33 ans. Donc, là, on l'a vu, c'est très simple, ça fonctionne facilement. Ok, et ça fonctionnera pareil avec des objets. On y reviendra plus tard. Alors, salut Tidus, salut Zunman, merci Mister Phoenix, merci, bienvenue à toi. Alors, là, on est sur un basique, on traite avec un objet, on traite avec une classe. Vous savez quoi, je vais quand même vous montrer comment on fait avec un objet. D'accord? Donc je vais créer une entité bidon que je vais appeler user par exemple. Voilà. Là, je vais avoir par exemple construct et je vais avoir public string name public int age. Alors ça, c'est une nouveauté qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, c'était sur Symfony PHP 8 je crois, où en gros on peut directement déclarer dans notre constructeur le niveau d'encapsulation d'une propriété. C'est-à-dire qu'en fait on déclare nos propriétés ici et elles seront aussi utilisables dans les arguments de notre constructeur. C'est-à-dire qu'en gros, là je vais lui mettre par exemple user égale new user et ici je vais mettre Thomas, du coup qui correspond à notre name, virgule 33. On peut même mettre ça dans un ordre différent, mais si on fait ça, il faut bien lui préciser que ici c'est âge et ici c'est name. Donc ça c'est c'est le fait de nommer nos arguments. On peut nommer nos arguments et donc du coup ils sont dans un ordre différent. D'accord? Alors du coup c'est pas ouf parce que là il me dit attends ils sont pas dans le bon ordre, donc ce que je peux faire c'est que je peux les mettre dans l'ordre comme ça. Si on les met dans l'ordre, du coup on n'a plus besoin de les nommer. D'accord? Mais c'est juste pour vous montrer un tout petit peu. Donc ici on a dit que c'était user.name et user.age parce que c'est comme ça que je l'ai nommé. Et normalement, ça change pas, on a toujours la même chose. Donc voilà. Salut Nabil. Alors, une fois que c'est fait ça, ok, maintenant ce que j'aimerais faire c'est faire faire une condition pour dire ok, est-ce que je suis majeur ou pas? Si je suis majeur, c'est que j'ai plus de 18 ans. Ok, écoutez, on va faire pour la première fois une petite condition. Donc pour faire une condition avec Twig, il faut utiliser moustache et le pourcentage. Ça permet de faire une instruction, de donner une instruction. L'instruction, ça va être un if. If user.age est supérieur ou égal à 18, alors tu es majeur. Sinon, donc là, on remet on remet cette chose-là. Donc vous avez bien vu que là, on a le if moustache
pourcentage, moustache pourcentage else, moustache pourcentage end if, pour marquer la fin du if. Salut Papy Dev. Ouais, j'appelle ça des moustaches, c'est plus simple à dire que des accolades. Mais c'est des accolades évidemment. Hein. Et là, tu es mineur. Ok, je vais mettre un petit BR ici, parce que sinon ça va se mettre les uns à côté des autres. Et là, si je fais F5, je suis bien majeur. On va tester tout simplement de mettre ici 17. Je rêverais d'avoir 17 ans encore une fois. Je suis bien mineur. Ok, on a vu comment faire une condition. C'est très simple. Et effectivement, hein, on peut mettre plusieurs choses ici à l'intérieur. On peut mettre plusieurs choses dans le if, hein, évidemment. Sympa de voir que l'audience reprend. Oui, je pense que l'audience reprend parce qu'on est sur du Symfony. Les gens kiffent Symfony. J'avais jamais entendu ce terme. Les moustaches. Salut Shenril. Bah, moi, je l'utilise parce qu'en fait, ça me fait penser au moteur de template Mustache. C'est pour ça. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de voir justement la dernière chose que j'aimerais vous montrer avec Twig, c'est les boucles. Donc pour travailler avec des boucles, on va avoir besoin d'un tableau. Donc là, ce que je vais mettre, c'est le tableau de users. Et ici, je vais mettre ça dans un tableau. Ok. Là, je vais faire des CTRL-D. Je vais mettre Natacha, Rémi, Gwendoline. Elle va avoir 52 ans, Gwendoline, Rémi va avoir 12 ans, et Natacha va avoir 28 ans. Ok, donc là, j'ai un tableau avec 4 users dedans. Et bah écoutez, c'est très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle. Et pour faire une boucle, on refait accolade et pourcentage, et cette fois, on va faire for pour chaque user dans users. D'accord, donc on peut le dire on peut le dire à haute voix si vous voulez. Le n for, ça toujours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça là-dedans. Alors, on va mettre user.name à tant d'années. Et là, on va mettre majeur ou mineur. Voilà, on va faire ça comme ça, tout simplement. Ok? Et ça, je vais mettre ça dans des LI. Hop là, je vais mettre ça dans des LI. Très bien. Ok. Et je vais mettre entourer tout ça d'un UL, évidemment. Hein. Quand on a des LI, c'est qu'on a, on a un UL. Ok. Donc là, j'ai bien fait une boucle pour chaque user dans users. Users étant la variable étant le paramètre que j'ai passé ici. On teste. Thomas a 17 ans, il est mineur. Natacha, alors déjà il n'y a pas de S. Alors attendez, parce que la faute là, elle est quand même très grave. Hop. On recommence. Natacha a 17 ans, mineur, majeur, tout fonctionne bien, ça fonctionne parfaitement. Exactement comme avec Django et Rails aussi, les frameworks se ressemblent. Alors oui, sur certains basiques comme ça se ressemble énormément. Hein. On est bien d'accord avec ça. Quasiment tous les frameworks se ressemblent sur cette chose-là. C'est sûr que Symfony est le côté fédérateur de ta chaîne. En même temps, avec un coach certifié obligé d'attirer des foules. Bah écoute, j'espère, ça fait plaisir. Il y aura une rediff YouTube, Compire. Et il y aura une rediff YouTube, bien sûr. Pourtant, c'est bien des moustaches, c'est une ref à langage moustache. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu ma certif, oui, j'ai eu ma certif. Ouais, j'étais pas sécure du tout, je pensais réellement pas l'avoir, donc on va pas revenir dessus, hein, on va pas revenir dessus, sinon ça va encore faire des émules. Ok, donc là, si on revient sur notre petit tableau, sur notre petit listing ici, on a vu Twig, jusque là, c'est ok. Maintenant, j'aimerais aller plus loin, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle route. On va parler un petit peu du routing. Et là, on va mettre par exemple user. On va l'appeler user comme ça, qui va renvoyer effectivement une réponse. Et là, je vais donc créer ma route. Donc comme je vous ai dit, ça va être avec des attributs PHP. Alors, il existe plusieurs manières de faire des routes. Soit vous utilisez le fichier qui se trouve dans config route.yaml, que vous pouvez déclarer ici, vos routes, ou alors en XML, ou alors en annotation. Mais vu qu'on est sur une PHP 8.1, peut-être pas forcément besoin d'utiliser les annotations, c'est un peu vieux. Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça arrête pas de se balader depuis tout à l'heure et ça m'embête. Ok, alors attendez. Salut Florian, je dois repartir bosser, je regarde l'heure à la rediff, merci à toi. Bah merci à toi, Tat Level Up, merci d'être passé. Le boulard. Donc là, ce qu'on va faire, justement, moi ce que je veux, c'est arriver sur une route où je vais avoir /user/ et là je vais avoir un nom.
Et je veux ça, le fait de le mettre entre des accolades, ça va permettre de lui dire que c'est une variable. C'est quelque chose de variable. Et là, je vais lui donner un nom à cette route, je vais l'appeler... je vais simplement l'appeler user. Ça ira très bien. Et moi, ce que je vais renvoyer, c'est une vue sur user.html.twig et je vais simplement lui renvoyer le name. Alors, pour envoyer le name, maintenant, comment on va faire ça? Eh bien, sachant qu'ici, c'est une variable, je vais pouvoir récupérer cette variable dans les arguments, dans les arguments de ma méthode. Il est capable de dire, ah bah tiens, là, vu que c'est entre accolades, c'est une variable dans ta route, donc c'est quelque chose qui va varier, évidemment. Ça ne bougera pas, mais cette partie-là va varier, donc je vais pouvoir récupérer cette valeur-là dans user ici. Donc je vais reprendre et je vais la mettre là. Je vais créer la vue en question, je vais faire un copier-coller, très simple, voilà, et là je vais mettre bonjour, name. Ok, testons. Donc là, je suis sur ma page d'accueil, je vais faire /user/Thomas. Et là, il est bien capable de voir bonjour Thomas parce qu'il a récupéré la valeur qu'on a mis dans l'URL. Si je mets bonjour Julie, bonjour Julie. Enfin, si je mets user/Julie, pardon, excusez-moi, ça fonctionne très bien. Depuis les annotations avec PHP 8 et les annotations Symfony pour les routes, tu préconises d'utiliser des annotations PHP ou Symfony? Alors, c'est pas des annotations PHP ou Symfony, c'est juste la différence entre attributs et annotations. On utilise plutôt ce qu'il y a de natif, c'est-à-dire les attributs de PHP. Voilà, c'est ce que je préconise. Donc ça, on a vu, ok, on a un name. Mais on peut aller plus loin, et on peut en ajouter d'autres. Imaginons, on ajoute age, par exemple. Là, si je rafraîchis, il me dit, attends, je trouve aucune route. Bah oui, puisque moi, c'est /user/Julie. Donc là, il faut que je rajoute quelque chose pour que ça matche. Sinon, ça matche sur aucune route. Donc je vais rajouter, par exemple, 30. Et là, il me dit, bonjour Julie. Alors, on va lui passer l'âge quand même, parce que de bien vérifier qu'on a bien récupéré l'âge. Ok. Donc là, âge. Ok. Âge. Hop. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour Julie, 30 ans, ça fonctionne très bien. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, moi ce que j'aimerais lui dire déjà ici, c'est que ça c'est un string, et ça c'est un integer. Ok. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas vraiment parce qu'il est censé comprendre. Par contre ici, si je mets Toto, par exemple, ah là il va me dire, attention, le deuxième argument doit être un integer, tu lui as filé un string. Bah oui. Alors ça, il est capable de le faire nativement, mais on va rajouter quelque chose de plus intéressant encore. On va rajouter par exemple le fait de dire, moi ce que j'ai envie de lui dire, c'est que si je ne lui passe pas de données, si je ne fais pas /user/Julie/30, que je veux oublier le 30 parce que j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui donner une valeur par défaut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre default. Et dans default, je vais mettre âge et je vais lui dire par défaut 18. Je vais lui mettre 18. Ok. Si je reviens ici, si j'enlève /30, par défaut, alors il ne modifie pas l'URL, mais par défaut, il met bien une valeur à l'âge qui est de 18 ans. Voilà. Alors, je dois y aller, bonne live. Merci Solon, passe une bonne soirée. Alors, je continue, sinon je ne vais pas pouvoir avancer assez rapidement. J'ai mis une valeur par défaut. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que l'âge, ça soit forcément un integer. Pour faire ça, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va appeler l'option requirement. Et là, dans cette option-là, je vais donc lui dire que âge D+, ça veut dire que je lui donne forcément un nombre. Ok, bon là, il a la valeur par défaut, ça bouge pas. Si je mets 15, cette fois, il me la trouve bien, ça fonctionne bien. Il est bien capable de comprendre que c'est 15. Si je mets 15 tiré, là par contre, il me dit que ça ne matche pas. Forcément, puisque tiré n'existe pas. Alors, ça c'est pas un nombre. Mais ça permet au final de quantifier un tout petit peu. Ce qu'on peut lui dire, par exemple, ici, c'est que moi, ce que je veux, c'est que j'en veux que 2. Je veux forcément exactement 2 nombres. 2 chiffres. Donc là, super, ça marche, mais si je mets 1, là, il me dit que ça ne fonctionne pas. Pourtant, on lui a bien filé un nombre, mais nous, on s'attend à avoir un nombre composé de 2 chiffres. Et donc là, ça ne fonctionne pas, il ne matche pas. La route ne matche pas. Il n'y a pas une erreur, c'est qu'elle ne matche pas. On a une 404 not found. Par exemple, si je mets 150, 151, ça ne matche pas non plus. Mais si je remets 15, ça fonctionne bien. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Merci Ogre des Collines, merci, bienvenue à toi. Donc là, on vient de voir quoi? On vient de voir la notion justement de variable.
d'accord? La notion de variable. On a vu aussi la notion de default qui permet de mettre une valeur par défaut, ce qui rend donc la variable non obligatoire, par définition. Et le requirements qui permet justement de rendre notre route un peu plus stricte sur les variables qu'on a. Là, en l'occurrence, je lui ai dit que je ne pouvais avoir un âge compris en gros entre 10 et 99. C'est ça que ça veut dire. Parce que je lui ai dit qu'on pouvait avoir un nombre, ici c'est une regex, hein, c'est une expression régulière, où je dis tu me donnes un nombre qui est composé de 2 chiffres. Voilà, donc là on a vu un tout petit peu la notion de routing. Maintenant on va essayer de voir et de passer à autre chose, de montrer autre chose. Donc là, moi ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que si je mets par exemple point d'interrogation et que je vais mettre, je sais pas, on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre nationalité égale France. Alors, là, on remarque qu'en rajoutant justement ce qu'on appelle la query c'est tout ce qu'il y a après le point d'interrogation. Vous savez, c'est ce que vous avez certainement utilisé quand vous faites des get. Vous savez, les fameux get, $_get, les fameux super globales en PHP qui permettent justement de récupérer les valeurs en get. Et bien là, je lui file justement ce qu'on appelle la query. Dans une URL, on a plusieurs choses. On a le shem, on a le host, le port, et après on a le pass info, ici. C'est tout ce qu'il y a après le port, ou en tout cas après le nom de domaine, si vous voulez. Et tout ce qu'il y a après le point d'interrogation, c'est la query. Et dans notre query, du coup, c'est toujours clé, valeur. D'accord ? Et ici, je lui ai passé une clé et une valeur, nationalité, France. Alors du coup, comment faire pour récupérer cette valeur-là ? Est-ce qu'on peut la récupérer, par exemple, ici, en mettant string, nationalité, par exemple ? Est-ce que ça fonctionne ? Si je fais F5, il me dit « Ah non, attends, je ne suis pas capable de résoudre l'argument de nationalité parce que je le trouve nulle part. Je ne sais pas comment tu l'as configuré. » Et bien en fait, c'est normal, c'est parce que toute la partie query n'est pas intégrée dans la notion de route. Et justement, transition, on va arriver sur toute la notion, justement, de requête et de réponse. Alors, requête et réponse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, comme je vous ai dit, on est dans la query. La query, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que c'est cette query ? Où est-ce qu'on va trouver cette donnée-là ? Dans la requête HTTP. C'est dans le contenu de la requête HTTP qu'on va trouver cette fameuse valeur de la query, cette fameuse query. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on ne va pas intégrer string nationalité, mais on va mettre request, qui est un objet de HTTP Foundation, de la request. Et là, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire un petit dd de request query. Comme je vous ai expliqué, la query, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la partie get. Là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais F5 ? Et bien là, on a ce qu'on appelle un input bag avec dedans des paramètres. Et dans ces paramètres, c'est un tableau avec nationalité France. Et là, on récupère bien notre query. Donc maintenant, pour récupérer cette valeur-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nationalité. Alors attendez, nationalité égale donc request query, sachant que c'est ce qu'on appelle un paramètre bag. On peut faire du coup un get nationalité. Et là, si je vais dans ma vue, je vais mettre nationalité. Let's go. Et là, si je fais F5, j'ai bien France. Si je modifie et que je mets Italie, j'ai bien Italie. Ok, super. Donc là, ça fonctionne bien. Le franglish, exactement. Maintenant, j'ai envie de lui dire, oui, mais si je mets pas, par exemple, si je ne mets pas de valeur ici, ok, il ne trouve rien. Pourquoi ? Parce que par défaut, il met une valeur à nul. Si on regarde un tout petit peu ici, dans le get, la signature de ce fameux get, il dit tu me files la clé, je te renvoie la valeur, mais par défaut, la valeur va être nulle. C'est-à-dire que ici, si je vais dans mon user et que je fais par exemple dump, qui est l'équivalent du dump en PHP, donc le dump ça vient encore du var dumper, là il va me trouver nul. Ok, bah moi j'ai envie de lui dire que la nationalité par défaut c'est plutôt France. D'accord ? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une virgule et lui mettre une valeur par défaut, France. Et donc là, j'ai bien France. Et là, si je mets Italie, nationalité, alors attendez, là il va me bugger, nationalité Italie, j'ai bien Italie. Il ne va pas me récupérer France qui était de la valeur par défaut. Mais là, vu qu'elle n'est pas par défaut, puisque je l'ai, c'était cette valeur. Ok, donc là, c'est très simple. C'est cette notion de requête qui est très importante parce qu'il faut comprendre que Symfony n'est pas un framework MVC comme on peut le penser. C'est un framework basé
surtout sur la notion de message HTTP. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur un serveur web, d'accord? On est sur une architecture 2 tiers et plus. Alors 2 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un client d'un côté et un serveur de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le client envoie des requêtes à notre serveur et le serveur envoie au client une réponse. Dans notre cas, quand on fait du web, c'est de l'HTTP. Le client, donc le navigateur, va envoyer une requête HTTP à notre serveur va la traiter. Il va passer, Symfony va passer, donc là notre serveur web c'est Symfony, c'est notre projet Symfony, il va passer dans toute la boucle et tout, il va faire tout plein de choses, super, et il va renvoyer une réponse, donc une réponse HTTP. D'accord? Et notre réponse HTTP, par défaut, elle a le statut code 200. Alors je ne vais pas faire tout le détail de cette notion de statut code pour le moment, parce que c'est pas ce qui va nous intéresser. D'accord? Ça, vous aurez le temps de voir ça plus tard. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de travailler un petit peu sur les différents types de réponses qu'on peut avoir. Alors, je vais en voir en tout cas 3 avec vous. On a déjà vu, parmi ces 3-là, on a déjà vu le render qui permet de renvoyer une réponse HTML. Il va renvoyer du texte /HTML. Le meme type, ça va être du texte HTML. D'accord? Nous, ce qu'on va vouloir peut-être renvoyer, c'est dire, ah bah tiens, je vais renvoyer du JSON. JSON response, du coup. Je mets JSON response. Alors, si je mets JSON response ici, je peux même faire plus simple et ici dire, renvoie-moi du JSON. Alors, il ne s'attend pas à avoir de vue, il s'attend à voir des datas directement. Donc là, je vais lui renvoyer ce tableau-là. Et en toute logique, si je vais sur ma vue, enfin, en tout cas sur ma page web, je vais avoir du JSON. J'ai mon JSON avec name Julie, âge 15, nationalité Italie. Là, on a vu comment renvoyer du JSON. Ok, maintenant, je vais vouloir faire une redirection, par exemple. Donc, redirect, response. Hop, il était là, pardon. Et là, ce que je vais faire, ça, je vais l'enlever et je vais faire redirect. Alors, redirect vers quoi? On va mettre https:/google.com. On va essayer. Est-ce que ça fait une redirection? Ça me redirige bien vers Google. Super. Ok. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est rediriger vers ma page d'accueil. Ok, bah je vais faire redirect / Ok, on va essayer ça. Donc, je fais F5 et je reviens sur ma page d'accueil. Ok. Mais là, le truc, c'est que je dois connaître absolument l'URL. Je dois mettre une URL. Ici, c'est /. Mais moi, ce que j'aimerais faire de plus simple, c'est que, rappelez-vous, sur nos routes, on a nommé nos routes. Là, je lui ai donné le nom de home. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire redirect to route. Et donc là, il s'attend à avoir le nom d'une route. Et je vais taper home. Alors, ce qu'il y a de fort avec PHP Storm, c'est qu'il va me proposer de l'autocomplétion. Il me proposait directement la route home qu'il est capable de connaître. Parce que c'est PHP Storm qui fait ça pour moi. Donc là, je vais directement mettre home. Et là, effectivement, si je reviens en arrière... Ah oui, alors attendez. Du coup, il faut que je fasse user, voilà. Et je reviens encore une nouvelle fois faire la page d'accueil. Donc ça fonctionne bien. Par contre, si je fais le petit loulou en mettant ici, par exemple, redirect to là, et que je la nomme user, par exemple, et que je mette les variables suivantes du style name, foo, et âge, j'en ai pas besoin. Si je fais, par exemple, ça, je vais avoir Alors attendez, hop, faut que je fasse retour. Alors non, on va faire hop, on va faire ça. Voilà, too many redirects. C'est pas forcément ce qu'on redirige vers la même route sur laquelle on est. Donc forcément, c'est infini. Donc là, il s'arrête tout de suite quand il voit qu'il boucle sur la même chose. Donc ça, c'est ce que dit. Je dis Jason, perso. Jason, tu dis Jason? Ah, moi, je dis Jason. J'ai toujours dit... Ah, putain. Jason. Ah, Jason, quand même, c'est fou, hein. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un tout petit peu la request. Alors, dans la request, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a plein de choses dans la request. JSON. Ah, tu dis JSON? On a getUser. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Il va nous renvoyer un string, ça ne nous intéresse pas. On a la session, qui nous permet de mettre quelque chose en session. Tout simplement. Et là-dedans, on a quoi? On a as, get, set, clear, ce genre de choses. Donc, en gros, c'est une surcharge à ce que vous avez l'habitude de faire avec JSON. Donc, on a query. On a attributes, cookies, files. Donc ça, c'est pour récupérer, vous savez, le underscore files, la super globale. Et on a request. Alors les headers, évidemment. Hein. Et on a la request ici. Et le serveur. Hein. En fait, ici, on récupère en fait toutes les super globales qu'on a l'habitude d'utiliser. Underscore get, underscore post, underscore serveur, underscore cookie, underscore session, ce genre de choses. On peut récupérer toutes ces choses-là.
La request, purée, mais vous arrêtez jamais. Hein. Bon, on a plein d'autres informations évidemment, mais on va pas s'arrêter là parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Par contre, attribute, j'aimerais juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Hop, je fais F5. Et attributes, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on va retrouver toutes les données de notre route. C'est-à-dire, le stopwatch, ça on s'en fout. La route, underscore route, c'est le nom de ma route. Age et name, c'est les variables qu'on a passées, les variables de notre route. Mais on va aussi avoir donc route params. Donc là, en fait, on retrouve, si vous voulez, un tableau un peu plus propre de nos paramètres de notre route, qu'on retrouve aussi ici, évidemment. Mais on a aussi, par exemple, le contrôleur. Et on a aussi, par exemple, le firewall et ce genre de choses. Bon, ce qui nous intéresse surtout, au final, c'est de comprendre un petit peu qu'on a toutes les données essentielles, en fait, en gros, la route, le chemin par lequel passe notre requête jusqu'à arriver jusqu'à notre contrôleur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un contrôleur a une seule responsabilité. Une seule responsabilité, c'est de récupérer une requête HTTP et de renvoyer une réponse HTTP. Ce qui se passe entre les deux, ça ne doit plus être de la responsabilité du contrôleur. On devrait plutôt utiliser des services, donc des classes, d'autres classes, qui vont s'occuper justement de faire le traitement. Mais généralement, on va rarement mettre du traitement dans les contrôleurs. Il faut que le contrôleur soit le plus light possible et que la seule chose qu'il fasse, c'est capter ce qu'il récupère de la requête, le transmettre à des classes, à des services qui va traiter ces choses-là et renvoyer une réponse HTTP. C'est tout. La ribambelle. La réponse. Oh la vache. Vous arrêtez plus, hein. Bon, je vais supprimer ça. Pas besoin d'aller plus loin. On va revenir un tout petit peu où on était. Donc, on a vu ces 5 premières parties. On va attaquer la création de formulaire. Ok. On va créer un formulaire. Donc, on va revenir sur cette page-là. Tout ça, je vais le fermer. On va juste garder ça. Ok. Je vais revenir, je vais supprimer cette vue-là. Et ici, je vais vider ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir créer justement un formulaire. Alors, pour créer un formulaire, on a plusieurs choix. On va voir là, déjà la méthode la plus simple, c'est de créer le formulaire directement dans le contrôleur. C'est pas du tout la bonne façon de faire. C'est une très mauvaise façon de faire, mais on va voir déjà la base. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple $form égale this create form builder. Et là, je vais lui dire, ok, tu vas m'ajouter un champ name qui va être de type text type. Ok. On peut lui donner quelques informations à l'intérieur comme le label. Ok, le label, ça va être par exemple nom, prénom. Bah, ça va être prénom par exemple, tout simplement. Prénom. Ensuite, je vais ajouter par exemple email, qui va être de email de type email type. Voilà. On va lui mettre aussi un petit label. Adresse, email. Alors attendez, il y a une petite erreur ici. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire un getForm. Ok. Donc là, j'ai créé mon formulaire. Faisons un petit DD de notre forme pour comprendre un petit peu ce qui se passe dedans. Il y aura beaucoup de choses, et ça va peut-être pas forcément être très intéressant. Si je fais F5 sur la page d'accueil, parce que ce trou-là n'existe plus, j'ai plein de choses. Il y a plein d'informations qui ne nous intéressent pas forcément. Il y aura un replay sur YouTube, ouais, je vais essayer de le mettre d'ici demain. Mince, ma belle-mère arrive avec sa nouvelle voiture, je vais devoir regarder la suite sur YouTube. Bonne soirée tout le monde, salut, passe une bonne soirée, merci d'être passé. Ok, donc, effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. D'accord? On va plutôt essayer de comprendre, nous, ce qu'on veut, c'est passer notre formulaire à notre vue. Et pour faire ça, on va donc faire la chose suivante, render form. Et là, on va donc devoir forcément lui passer la valeur, passer notre formulaire. Donc, et il faut forcément que ça s'appelle form, si vous voulez ici. D'accord? Donc là, on va mettre form. Ok. Là, je lui passais mon formulaire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de le faire? J'ai envie de l'afficher directement dans ma vue. Et bien, pour faire simple, on va faire tout simplement form, entre parenthèses, form. Alors, cette fonction form, qui est une fonction twig, ça va me permettre justement d'afficher le formulaire dans sa nature la plus simple. Voilà, il affiche le formulaire pour nous. C'est très simple, il l'affiche pour nous. Mais on a peut-être envie de le faire un petit peu plus custom, notre forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir aller un petit peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt form start et on va avoir un form end. D'accord? Et je vais dire par exemple div
.form group, imaginons qu'on se trouve dans du Bootstrap par exemple, et là je vais faire form label, form.name. Et ensuite je vais faire form widget, donc le label c'est le label et le widget c'est l'input, d'accord? Et là je vais faire du coup email, et ici je vais mettre un bouton, parce que sans bouton ça va être compliqué. Donc là on va mettre valider par exemple. Ok, tu pourrais gérer ça avec les termes, alors on n'y est pas encore, mais oui, bien sûr. Alors, là, si j'active, ok, donc là j'ai bien le bouton, ça n'a pas changé grand chose puisqu'en fait on a reproduit plus ou moins ce que fait la fonction form. Maintenant, effectivement, on voudrait peut-être ajouter un petit peu plus, enfin, d'avoir un truc un peu plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Bootstrap. On va mettre Get Bootstrap. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre Get Bootstrap et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement ajouter du coup les choses suivantes. Donc dans mon base, donc ça c'est cette fameuse notion. Dans notre base, je vais ajouter la chose suivante, directement Bootstrap ici. Voilà. On verra plus tard comment utiliser Webpack encore, c'est pas du tout encore le cas. Là, on fait les choses vraiment de manière très très simple, d'accord? Et puis, je vais mettre tout en bas mon JavaScript. Ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le mettre dans une div.container, div.row, div.call12, et je vais mettre tout ça à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une petite classe ici, classe btn primary, histoire que ça soit un petit peu plus joli. Ok. Regardons un tout petit peu, est-ce que ça change? C'est déjà un peu plus sympa. Bon, alors attendez, parce qu'à mon avis, ça a bien changé. Je me suis trompé, effectivement, ici, c'est plus ça, mais c'est MB3 ici, pardon. MB3. Et ensuite, on a quoi? Form label. Donc ici, il faut qu'on rajoute une classe. Donc on peut le faire de cette manière-là. attr, classe, form label. Hop là. On va faire la même chose ici. Et là, on va faire form control. Et normalement, on devrait avoir un formulaire qui doit être un petit peu plus joli. Ah, alors attendez. attr. Alors attendez, est-ce que je me serais pas trompé tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai jamais fait ça. Enfin, je fais pas ça comme ça, si vous voulez. Form. Alors attendez, forms. Tac. Moi, ce que je veux, c'est rendering form. Il est lent, le site, c'est incroyable. Non, mais ça a changé avec Bootstrap. La dernière version de Bootstrap, il n'y a plus de form group. Il n'y a plus du tout de form group. Ils ont enlevé ça. Alors attendez. Hop, parce qu'il y a un petit souci là. Ouais, c'est juste render. Alors attendez. Symfony, form, attr. Customize, ok, c'est ça. Alors attendez, juste vérifier un petit truc. Si c'est bien. Ah oui, alors attendez, peut-être qu'il faut que je fasse ça comme ça. A priori, ça pourrait être ça, mais normalement, c'est bien moustache. Ah non, alors attendez, c'est bizarre parce que c'est ce que me dit la documentation. Ah mais attendez, peut-être pas ce que me dit celui-là. Attendez, je vais juste vérifier un truc. À mon avis, c'est que pour le widget. Ouais, c'est que pour le widget que ça marche. Ok. Alors, là, ça fonctionne bien. Maintenant, ouais, c'est bien, c'est attr class, on est bien d'accord. Alors, là, on a bien ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vu qu'on utilise Bootstrap, il existe dans le Twig Bridge. Donc le Twig Bridge, en fait, c'est un composant qui installe naturellement avec Twig Bundle, qui permet justement, qui existe en fait un template spécialement conçu pour Bootstrap. Alors, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un tout petit peu ce qui se passe dans Vendor, Symfony. On va chercher Twig Bridge. Alors vous voyez peut-être pas forcément très bien. Et là, je vais aller dans Ressources, Formes. Et là, je vais aller chercher, moi, le Bootstrap 5 layout.html.twig. Ok, je vais prendre celui-là. Et comment je vais aller l'utiliser? Je vais aller dans Config, Package, Twig. Et ici, je vais faire form_theme. Et là, je vais mettre Bootstrap _5 layout.html.twig. J'ai mis plusieurs fautes d'orthographe. Forcément, ça ne fonctionne pas. Je vais enlever tout ce que j'ai fait là, parce que ça ne me sert plus à rien. Je vais enlever
aussi ce que j'ai ici. Et je vais juste mettre des form group, form row, pardon, excusez-moi, form row, form.name. C'est-à-dire que le form row, en fait, il va mettre à la fois le form name, le form label, le form widget, et même d'autres choses. Vous verrez juste après. Et là, cette fois, il m'affiche bien, il m'affiche les choses plus ou moins de la bonne manière. Parce qu'en fait, on a intégré un thème. Et ce thème, il est composé comment ce thème? Et bien, on va regarder un tout petit peu comment ça fonctionne très rapidement. Je vais pas passer trop de temps. En fait, ce sont plein de blocs qui vont être automatiquement gérés, si vous voulez, et qui vont permettre de surcharger tout le comportement justement de ces fameuses fonctions form row, form widget, form label, ce genre de choses. D'accord? Ici, on peut aussi ajouter d'autres petites informations comme du help. Par exemple, veuillez saisir votre nom. Par exemple, quand je mets un help ici, il va m'afficher un tout petit texte en dessous. Voilà, par exemple. Très simple. Bon, maintenant on va passer à la validation, vous allez voir. Oui, il y a plein de choses. Il y a Fondation, il y a Tailwind, il y a plein de choses intéressantes. Il y a même Bootstrap 3 et 4 d'ailleurs. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Ouais, Form Group n'existe plus sur la dernière version de... comment ça s'appelle? De Bootstrap, effectivement. Ok. Donc là, on a affiché notre formulaire. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est traiter le formulaire. C'est-à-dire que là, quand je rentre des choses, si je rentre user@email.com, quand je valide, je veux qu'il se passe quelque chose. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va pouvoir le traiter. Pour le traiter, on va devoir utiliser la request, puisque rappelez-vous, c'est la request qui va contenir toutes les données qui vont se trouver en poste. Bah oui, parce que là, on va envoyer des données en poste, comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, je vais avoir besoin de la request. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chaîner la méthode handleRequest, qui va elle-même me renvoyer le formulaire sur lequel je travaille. Et là, je vais lui dire handleRequest, ça veut dire en fait qu'il va être capable d'aller récupérer les données de ce qui se trouve dans le poste et qui va automatiquement le mettre dans les données du formulaire. D'accord? Donc en faisant ça, pour le moment, on n'a pas encore traité, mais vous allez voir la différence. Si là, je remets n'importe quoi, si je valide, il me garde les données parce qu'il a hydraté les données de notre formulaire. Maintenant, on va vouloir utiliser notre formulaire. Utiliser les données qui sont dans notre formulaire. Alors pour faire ça, on va toujours faire la chose suivante, c'est-à-dire form isSubmit pour vérifier si notre formulaire a été soumis. Et on va faire form isValid. Le isValid, c'est pour toute la partie validation. Pour le moment, on ne la traite pas, si vous voulez. Et là, je vais simplement faire un DD de form getData pour récupérer nos données. Donc là, il va nous renvoyer quoi? Un tableau. Si je revalide, il nous renvoie un tableau tout simplement. D'accord? C'est très simple, mais il nous renvoie un tableau. Ok. Bon, jusque-là, c'est ok. Vive le pur CSS. Je suis d'accord, j'aime beaucoup le pur CSS. C'est vrai que c'est plus simple dans certains cas, mais là, pour comprendre un tout petit peu, on fait du Bootstrap, ça va être très rapide. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que j'ai envie de lui donner plutôt ici un tableau qui va s'appeler user, qui va être un tableau constitué de la chose suivante. Donc on a dit name, qui va être vide, et on va avoir email, qui va être vide. D'accord? Et cette donnée-là, je vais la passer à mon create form builder pour lui dire en fait que de base, les données de notre formulaire vont être liées à notre variable user. Et ici, si je mets dd à la place de form getData, de lui faire directement $user, si je viens ici et que je fais F5, ah, là, il n'a pas hydraté. Alors, pourquoi il hydrate pas? À mon avis, c'est qu'il est peut-être pas capable. Alors, attendez, j'ai envie de tester un truc. À mon avis, sur un objet... a priori, sur un tableau, ça fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Attendez. On va faire un new user. Et là, on va mettre 18, par exemple. OK? Et là, je vais mettre plutôt âge. Comme ça, on va essayer de travailler plutôt comme ça. Integer type, pour lui dire que ça va être un type integer. Et là, on va mettre âge. Ça va être plus sympa. Alors, attendez. Bougez pas. Hop, je modifie un tout petit peu ça. Et là, on a bien un objet user, d'accord, qu'on a passé à notre form builder. A priori, avec les tableaux, ça fonctionne pas, mais avec les objets, ça devrait fonctionner. Alors, attendez, parce que du coup, voilà. Par défaut, il a un âge de 18. Donc là, je vais mettre Thomas qui a 33 ans. C'est moi. Si je valide, là, j'ai bien une entité user avec les valeurs qui ont été modifiées. Ça, a priori, on vient d'apprendre quelque chose que je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais les tableaux associatifs normaux dans un formulaire. Mais en tout cas, il n'est pas capable d'hydrater les bonnes propriétés, enfin les bonnes
les bons éléments de mon tableau, mais dans un objet, en tout cas, il le fait très bien. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, il a bien hydraté les valeurs de notre donnée user, de notre objet user. Ça marche avec une entité, par contre, non. Oui, ça marche, c'est bien ce que je dis. Effectivement, tu as raison, tout à fait. Alors, ça, c'est une version pas très jolie. C'est-à-dire qu'en fait, on crée le formulaire dans notre contrôleur, et ça, c'est vraiment pas ouf. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va créer notre formulaire dans un dossier qui va s'appeler form. Et en fait, il faut comprendre que tous nos formes, on va toujours les nommer le nom du formulaire et on va le suffixer par le mot type. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans Symfony, tous nos formulaires sont tous des types. Et là, si vous regardez bien, vous avez text type, integer type. Et bien en fait, tous nos formulaires, ce seront des types, si vous voulez. Ce sont en fait juste, en gros, un type de formulaire. On va lui donner une forme, mais en tout cas, c'est pas le vrai forme qu'on va avoir derrière. Donc là, ce que je vais créer, c'est user type. J'allais mettre user form, comme quoi, vous voyez. Donc là, user type. Et là, je vais mettre extends abstract type. Maintenant que j'ai fait ça, je vais surcharger deux méthodes. On va surcharger configure option et on va surcharger build form. Build form, c'est ce qu'on va en fait plus ou moins faire ici. C'est le fait de construire. Vous avez vu create form builder. Et là, si on regarde notre user type, on a un form builder interface. Est-ce que vous comprenez un petit peu la relation qu'on peut avoir? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais faire ici builder et je vais faire ça. Ok. Je mets mon point virgule et je vais rajouter une chose, c'est que je vais préciser à mon formulaire qui va être lié à un type de données bien précis. Donc là, je vais mettre dans le configure option un resolver set default data underscore class pour lui dire de quel type, de quelle classe, vers quelle classe, de quel type vont être les données qu'on va le lier. On va le lier à la classe user. Et là, je lui fais class, donc c'est-à-dire le FQCN, le full qualified name, class name, pardon, de ma classe user. En faisant ça, ici, je vais supprimer ça. Et là, ce que je vais tout simplement appeler, c'est plutôt create form. Je vais lui donner le FQCN de mon user type, virgule, $user, donc mon objet. Et là, je peux tout mettre sur une ligne et ça prendra beaucoup moins de place. Et là, si je rafraîchis, hop, je vais mettre Jean, qui a 25 ans, je valide, et j'ai bien toujours mon objet user avec Jean, qui a 25 ans. Si tu crées une appli qui permet de te créer un form dynamique, on est d'accord qu'on ne peut pas créer de form type et que tu as besoin d'un service qui va t'ajouter des champs dynamiques à chaque fois. Ou sinon, comment tu t'y prendrais? Ah bah ça, après, tu peux créer des formes dynamiques. Hein. Tu peux faire, au final, tu peux mettre de la logique dynamique dans ton form type, hein, après tout. Hein. Tu peux lui passer des options ici. Les options qu'on va retrouver en troisième argument ici. Par exemple, ici, si je passe Toto 25, par exemple. Là, je fais un DD de options. Je vais récupérer mon Toto 25. Ah, alors attendez. Ah oui, il faut lui préciser ici qu'on va avoir un set default. Alors, même un set required, on va dire. On est obligé d'avoir l'option Toto. Voilà. On le dit, ok, il faut l'option Toto si on va pouvoir la récupérer au-dessus. Et là, si on regarde bien, je dois avoir Toto qui se trouve ici. Voilà, Toto 25. Et on pourrait imaginer que tu puisses ajouter des données pour gérer automatiquement et dynamiquement un formulaire, par exemple. Bon, après, c'est peut-être pas forcément ouf, mais en tout cas, c'est l'idée. Bon, on a vu la chose suivante. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais rajouter justement, on va passer à la partie validation. Donc la partie validation, c'est de rajouter un tout petit peu de contrôle sur ce qu'on va avoir ici. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, par exemple, c'est que je vais rajouter des contraintes de validation, qui va être un tableau. Et ici, je vais lui dire que déjà, dans un premier temps, ça ne peut pas être vide. Donc je vais mettre note blanche. C'est une classe toute simple, note blanche. Ensuite, je vais lui dire qu'elle doit au moins avoir 3 caractères. Donc je vais faire new length. Et je vais lui dire min. Pardon. Ça doit être du coup, alors attendez. Il s'attend à avoir exactly. Alors on va mettre min 2 points. Et là, on va mettre par exemple 3. On doit avoir 3 caractères. Pour l'âge, je vais simplement lui dire constrainte qu'on doit avoir forcément 18 ans. Donc là, je vais déjà faire un new note blanche. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir un truc vide. Et ici, je vais faire new greater than or equal. Voilà, on va dire qu'on doit au moins avoir, donc ici, c'est value 2 points, au moins avoir 18 ans. Au moins 18 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir 18 ans et plus.
D'accord? Donc là, si je reviens sur mon formulaire, je fais F5, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Maintenant, ici, si je mets juste 2 lettres comme ça et qu'ici je mets 17 et que je valide, et là il m'affiche des erreurs. Alors les erreurs sont en anglais, on va voir comment les modifier très rapidement pour avoir des erreurs en français. Il me dit la valeur est trop petite, elle doit contenir au moins 3 caractères. La valeur doit être au-dessus ou égale, enfin supérieure ou égale à 18. Alors pour mettre ça en français, tout simplement, on va aller dans translation ici. Par défaut, c'est en anglais, on va mettre donc FR. Et là, si je rafraîchis, c'est en français. Cette chaîne est trop courte, elle doit avoir au moins 3 caractères. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 18. Alors je vous invite maintenant, pour aller vérifier comment fonctionne tout ça, d'aller dans validation qui doit se trouver ici et d'aller chercher les contraintes. Et ça, c'est toutes les contraintes qu'il y a nativement dans Symfony. Il y a tout plein de contraintes. Vous avez, il y a des contraintes sur les dates, des contraintes sur des comparaisons, des contraintes sur les types de données comme l'email, comme URL, comme des regex aussi, vous pouvez faire. Note blank, note nul, is false, divisible par, range par exemple. Bon, il y en a vraiment plein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais cherchez bien. Il y a toujours quelque chose qui doit vous servir en tout cas. Ok, donc là on a vu un petit peu la partie validation. Et donc, là, si je mets pas mon isValid par exemple, et que je valide, là par contre ça passe. Bah oui, parce que le isValid, c'est ce qui va permettre de rajouter le fameux contrôle pour dire ok, est-ce que notre formulaire est valide par rapport aux contraintes de validation qu'on lui a données. Si on lui met pas ce isValid, il va pas faire cette fameuse vérification. D'accord? Et donc là, si je fais F5, il me renvoie bien cette erreur-là. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi qu'il renvoie une erreur 422. D'accord? L'erreur 422, le statut code 422, c'est unprocessable content. C'est qu'il n'est pas capable de dire ah bah attends, il y a eu des erreurs dans le contenu que tu m'as envoyé. Et donc, il les traite comme ça. Ça, c'est parce qu'on utilise renderForm. D'accord? Si on n'utilise pas renderForm, on peut utiliser simplement render. Et dans ce cas-là, ici, il faut faire form createView pour créer la vue de notre formulaire. D'accord? C'est obligatoire. Mais là, si je fais F5, maintenant, je n'ai plus une 422, mais j'ai une 200. C'est moins ouf. Ça, c'est nouveau. Hein. Le renderForm qui développe une 422, c'est nouveau. Mais c'est mieux à utiliser quand même parce que ça permet vraiment d'avoir cette fameuse erreur 422, ce qui est plus simple à gérer. Et là, tu es avec ton app en Node et tu es encore en train de chercher une lib de validation server-side. Ah. Alors ça, t'as pas V8 qui doit fonctionner? V8N? Ok, donc la validation, on a passé dessus. Ok. Maintenant, on va regarder un petit peu justement Doctrine. Mais avant de passer à Doctrine, on va parler des variables d'environnement. D'accord? Alors, les variables d'environnement, ça se trouve où? Ça se trouve dans notre dossier .env. Alors, qu'est-ce que c'est que ces variables d'environnement? En fait, ce sont des variables qui vont permettre, en fait, c'est des variables d'environnement. Je ne sais pas comment expliquer d'autres, mais ce sont des variables qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Et dans ce fichier .env, on va y mettre, en fait, des données toutes simples, du style, ok, clé-valeur, encore une fois. Par exemple, le type d'environnement sur lequel on se trouve, on est en env, on est en environnement de dev, du coup. On va avoir le messenger transport, on va avoir la database URL, et d'ailleurs, c'est celui-ci qu'on va regarder, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse, pour Doctrine notamment. Alors, attention, ce fichier .env, il est sur Git, il va être gitté, d'accord? Il va être sur Git, ok? Donc, ne mettez jamais de données sensibles dans ce fichier. C'est très bien expliqué ici, d'accord? Do not define production secrets in this file, nor in any other committed file. D'accord? Donc il vous dit, ne mettez jamais de secrets, donc de choses secrètes, si vous voulez, dans un fichier qui va être commité, parce qu'il y a des sniffers derrière qui vont les récupérer, toutes ces données-là, pour utiliser vos mots de passe. Donc ça veut dire qu'on doit faire quoi? On va devoir définir des fichiers qui vont s'appeler .env, quelque chose. Et ici, il va nous donner l'ordre dans lequel sont appelées les choses. Dans un premier temps, il va d'abord appeler le .env. D'accord? Le .env, c'est la config des variables d'environnement par défaut. Après, il va appeler le .env.local pour n'importe quel type d'environnement. Donc là, on est en environnement de dev. Qu'on soit en prod ou en mode test, il va appeler un .env.local, s'il existe, évidemment. S'il n'existe pas, ou même s'il existe, on s'en fout. Dans tous les cas, on va enchaîner avec .env.$appenv. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si je déclare un .env.dev, vu que je me trouve dans un environnement de dev, et ben en fait,
il va être capable d'aller chercher et d'aller justement surcharger par rapport les variables d'environnement qu'on a mis dans ce fichier-là. Imaginons la chose suivante. Je vais créer un fichier .env.local. Ok, .env.local. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ce fichier, il est grisé ici. Il est grisé parce qu'il n'est pas sur Git. Là, je vais mettre appenv égale prod. Donc, si je mets égale prod, en fait, je surcharge cette valeur-là. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'on ne va plus avoir le profiler qui va se trouver en dessous. Hop, je n'ai plus le profiler parce que je suis en environnement de prod. Et quand on est en environnement de prod, on n'a plus toutes ces informations-là. Maintenant, je vais créer du coup un fichier qui va s'appeler .env.prod. Alors, je vais éviter de l'appeler .env.prod, mais je vais plutôt l'appeler .env.prod.local. Parce que je préfère quand même dire que c'est ma configuration à moi qui se trouve en local de l'environnement prod. D'accord ? Et donc là, je vais mettre par exemple database URL. Et ici, je pourrais mettre ce que j'ai envie. Il va surcharger celle qui se trouve là-dedans. Maintenant, je vais créer un .env.dev.local. Ok ? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est encore une fois, tout va se passer dans cet ordre-là. .env, puis .env.local, puis .env. Le nom de votre environnement, .local. Donc ça veut dire que ici, si je mets dans le .env.local, je mets appenv.prod, il va m'appeler ce fichier-là, donc .env.prod.local, et non pas le .env.dev.local. Mais si je mets ici dev, ou même que je l'enlève, puisque par défaut, c'est ce qu'il y a dans le .env, il va bien aller chercher ce truc-là ici, ce fichier qui se trouve ici. Alors moi, je vais traiter, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt créer un fichier SQLite. Je vais traiter avec un fichier SQLite, d'accord ? Donc là, je vais faire ça. Et ma donnée, elle va se trouver où ça ? Elle va se trouver dans kernel project dir. Ok, donc project dir, c'est la racine, c'est le chemin de la racine de notre projet. Dans le dossier var et dans le fichier qui s'appelle data.db. Ok, je vais faire ça. Je vais rafraîchir. Normalement, il va rien se passer. Je ne sais pas s'il va... Ah, il a créé quand même le fichier data.db. Il le crée, donc c'est-à-dire qu'il passe bien ici. Imaginons, je vais plutôt le faire là-dedans. Et je vais l'appeler prod, par exemple. Prod.db. Si je rafraîchis, il ne va pas me le créer le fichier. Mais par contre, si je vais dans .env.local et que je mets ici prod, je rafraîchis pour qu'il va bien me créer le dossier. Et normalement, est-ce qu'il me crée le fichier ? Là, il ne me le crée pas quand c'est en prod. Ah bah comme ça, on est bien. On est bien. Pourquoi il me le crée en dev mais pas en prod ? C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu le fail quand même. C'est un peu dommage. Si je fais par contre un PHP div, si je fais un cache, si je fais ça, est-ce qu'il va me créer quelque chose ? Non, il ne va rien me créer. Il faut que je le crée à la main. Je pense que justement parce que tu es en prod, il ne le fait pas tout seul, à mon avis. Composer $env, $env, tu le fais pas pour définir l'env sur lequel tu veux bosser. De quoi ? De faire composer. Alors attends, $env dev par exemple. Alors ça va te créer un fichier local.php, mais ça m'intéresse pas. Tu peux le faire à la main si tu veux. C'est-à-dire que là, ça va te créer un .env.local.php. C'est le similaire de .env.local si tu veux, mais en PHP. Donc ça m'intéresse pas. Ça c'est juste pour qu'il dump, mais en soi. Tu peux le faire directement avec tes fichiers comme ça. Ou alors directement dans ton VHOST sur Apache par exemple. Ouais, j'ai compris lui là, t'inquiète pas. Alors, bon, ici on s'en fout du fichier .env. Ici on s'en fout du fichier .local parce que dans tous les cas je suis en .dev. Et par défaut, appenv égale dev. D'accord, donc j'ai juste besoin d'un .env.dev.local. Donc là, j'ai bien mon fichier data.db. Ça va me servir pour Doctrine. Ok, passons à l'étape suivante. Alors, Doctrine, qu'est-ce que c'est ? Doctrine est un ORM. Un ORM, qu'est-ce que c'est ? Allons voir la définition de ORM. Mapping objet relationnel. Donc, en anglais, c'est Object Relational Mapping. En fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire en fait qu'il va mettre en place... Il y a plusieurs patterns qui vont être mis en place. Il y a 2 patterns intéressants qu'on va utiliser avec Doctrine, c'est le repository pattern et le data mapping. Alors, on va parler du data mapping. Le data mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mapper une classe sur une table. En fait, de mapper, en gros, le schéma de notre base de données sous forme de classe. On va essayer ça. Imaginons ici, je vais supprimer ce que j'ai ici, j'ai ma classe user, d'accord ? Et je vais lui dire à ma classe user que ça va être
une entité. C'est une entité. Donc là, toujours encore une fois, on utilise les attributs de Doctrine, les attributs de PHP, mais ceux de Doctrine qui se trouvent dans Doctrine ORM Mapping Entity. Je vais donc avoir ici un private. Alors, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lui dire que l'ID peut être nul. Pourquoi il peut être nul? Parce que quand on crée un user, on n'a pas d'ID. Nous, ce qu'on va lui préciser, c'est qu'on va avoir un ID qui va être auto-incrémenté. Et pour faire ça, déjà, ce qu'on va lui dire, c'est que on est sur un ID, donc une clé primaire, que notre clé primaire va être generated value, que ça va être une clé primaire qui va être générée en auto-incrément directement par le serveur. Et ensuite, ici, je vais lui dire que c'est une colonne, et qui va être de type quoi? Et bien là, je vais directement aller chercher la classe qui s'appelle types, et la constante qui s'appelle, du coup, integer. Voilà, je lui dis que c'est un integer. Salut Boss Fighters. Ok, maintenant ce que je vais lui dire, c'est que je vais avoir aussi string email. Ok, string email. Alors string email, ça va être simple, c'est une colonne aussi, qui va être de types string. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé, quand c'est du string, on n'est pas obligé de mettre le type. D'accord? Par défaut, c'est du string si vous voulez. Par contre, je peux lui mettre une longueur. Je vais dire, bah tiens, la longueur de mon string, ça va être 180 par exemple, 180 caractères. Salut Boppy. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais aussi lui donner par exemple un mot de passe, un password. Par exemple, ça peut être intéressant. Donc là, on va mettre colonne, type, donc toujours types. Moi, j'aime bien le préciser. Et la longueur, bah, pour le moment, je vais rien mettre. Je vais rien mettre parce que c'est pas du tout l'objet aujourd'hui. Ok, et là, on a des propriétés privées. Il va falloir créer nos getters et nos setters. Alors les getters et les setters, ce sont ce qu'on appelle des assesseurs. Les assesseurs, ce sont en fait des méthodes publiques qui vont pouvoir accéder ou modifier une propriété. Alors, il faut comprendre une chose. Alors le setID, j'en ai pas besoin parce qu'il va être automatiquement géré par Doctrine. Alors ça, en fait, il faut bien comprendre qu'une entité Doctrine, c'est ce qu'on appelle une entité anémique. C'est une classe anémique. Une classe anémique, qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui va contenir des propriétés et on va juste avoir des getters et des setters dessus. C'est-à-dire que c'est l'opposé de ce qu'on appelle une entité riche. Une entité riche, si vous voulez, c'est vraiment une classe où on va avoir vraiment du traitement qui a du sens dedans. Tandis que là, on a getID, getEmail, getPassword, setPassword, setEmail. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, si vous voulez. En tout cas, à haute voix, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Et en fait, il n'y a pas de traitement dedans. C'est juste, on gère des données, tout simplement. Alors, on pourrait mettre public ici, mais généralement, on évite de mettre du public. On travaille quand même plutôt avec des getters et des setters. Bon, c'est une question de sécurité, voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon user type. Et là, je vais, comme on a dit qu'on le mettait par rapport à une entité, je vais tout simplement revenir là-dessus et je vais mettre email, qui va être de type email type. D'accord? Ici, je vais mettre plutôt qui doit être de type email. Alors attendez, parce que là, il est me chercher le meme type. Mais c'est pas le meme type que je veux. C'est email de validator. Ok, et je vais avoir password. Ok, bon, ça, on va revenir. Pour le moment, ça, on s'en fout un petit peu. À la limite, je sais même pas pourquoi je travaille là-dessus. Ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui va nous intéresser plutôt, pardon, là je suis en train de m'égarer un tout petit peu. Là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est justement de générer. Alors, on peut pas directement accéder aux variables privées sans getter. Ah bah non, tu peux créer des propriétés que tu veux, mais si tu veux, Doctrine, si tu as des propriétés privées, sans getter, ça va être compliqué pour lui de gérer ça. Alors attendez, 2 petites secondes. Alors, pardon pour ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir générer notre base de données. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'il existe. Si on fait bin/console et qu'on tape Doctrine, par exemple, il va nous montrer toutes les commandes qu'on peut faire. On a Doctrine cache, ça, on s'en fout un petit peu. Doctrine mapping, ok. Migration. Bon, les migrations, on les verra pas aujourd'hui, on les verra peut-être plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est schéma. Doctrine schéma. Donc, doctrine schéma, on a quoi? Schéma create, schéma drop, schéma update, schéma validate, ok. Mais on a aussi doctrine database create, doctrine database drop. Ok, on a plein de choses qui nous intéressent. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un doctrine database create. Si je lance ça, ok, il va me créer mon fichier data.db. Ok, maintenant ce que je vais vouloir faire derrière, c'est faire un doctrine schéma. Donc le schéma, c'est les tables, si vous voulez, c'est le schéma de notre base de données. Et on va faire un update.
Et là, je vais faire un tiret-force pour forcer le truc. Ou alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est dump SQL pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Si je fais un dump SQL, il va me montrer en fait tout ce qu'il va ajouter, c'est-à-dire... alors attendez, on fait pas attention à toute la partie Messenger, hein, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le create table user avec la clé primaire qui est auto-incrément et l'email et un mot de passe. D'accord, c'est ça qui nous intéresse. Ne faisons pas attention à ça. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est un composer remove messenger. Hop, on va enlever ça. On va enlever ça. Remove health file is still present, may be required by other package. Alors attendez, on va mettre Symfony. Ok, et on va faire aussi Symfony Doctrine Messenger. Je vais enlever Messenger parce qu'on n'en a vraiment pas besoin pour le coup. Ok. Alors il me dit quoi? Support enable message component. Ok, alors attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas... Je vais tout enlever à la main. Hop. Ça, on s'en fout. Ok. Ok, c'est bon. On a supprimé Messenger qui nous sert à rien pour le coup. Alors, du coup, on va regarder un tout petit peu notre base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle source ici. Nouvelle source, on va chercher SQLite. Ok, le fichier, il se trouve où? Donc, il se trouve dans Symfony var data.db. Il se trouve ici. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais créer un petit raccourci pour à chaque fois reset ma base de données. Donc ce que je vais faire, alors attendez, ça je vais le fermer, ça je vais le fermer, et je vais aller dans Scripts. Et ici je vais l'appeler, prépare, je vais l'appeler prépare tout simplement, et dedans ça va être un tableau qui va contenir du coup bin/console database, c'est doctrine, pardon, alors déjà c'est des guillemets comme ça, bin/console. Alors vous avez peut-être besoin de mettre PHP devant, hein. À mon avis, il y a peut-être besoin de mettre PHP devant, mais soit, c'est pas trop la question. Donc nous, ce qui nous intéresse, du coup... je pense qu'on peut faire la chose suivante, attendez. Je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça, à mon avis. Hop, de faire doctrine, database, drop, et là, je vais faire un if exist. Si elle existe, je la drop, et je vais forcer le drop. Ok. Ensuite, je vais faire un create. Si je la supprime, je la recrée. Ensuite, je vais faire un schéma update -force. Ok. Alors, pourquoi il veut pas? Si, c'est bon. Et donc là, si je fais composer prépare. Ah, il me dit quoi? Handling the prevent. Ah, alors attendez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas capable de me trouver ça. J'ai jamais utilisé ça comme ça. Donc j'avoue que j'y suis allé un petit peu à l'arrache comme ça. Symfony commande, il trouve pas. Ok, bon bah on va revenir comme je faisais, c'est-à-dire ça. A priori. Ah, attendez, est-ce que si je mets plutôt bin, genre PHP bin/console, est-ce que ça il est capable de comprendre? Non, ok, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors attendez, hop. Ce que je vais revenir, c'est que je vais supprimer ça. Supprimer ça. Et je vais revenir comme j'avais fait, c'est-à-dire un tableau. Tout simplement, j'ai essayé de faire un truc, mais à mon avis, vu que j'ai jamais fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, on va faire bin/console. Mince. Comme je dis, vous avez peut-être besoin de mettre PHP devant si vous êtes sur Windows, par contre. Hein. À mon avis, vous n'avez pas trop le choix. Ok, on va faire ça. Il me dit quoi? Getlist database is not supported by... Ah oui, on peut pas créer... Ah oui, on ne peut pas créer la... Ah oui, c'est ça. On peut pas créer la database, forcément. Ok, et donc, oui, parce qu'on est sur SQLite. Forcément, il peut pas le faire. Là, c'est juste pour m'aider. C'est quand je suis en environnement de dev, c'est pas trop grave, hein, d'accord? Et donc là, si on revient ici, j'ai bien une seule table. Alors attendez, pourquoi j'ai qu'une seule table? Non, j'ai bien deux tables. Ici, user. Si on regarde un tout petit peu, j'ai bien ID, email et password. Donc j'ai bien ma base de données qui est là. Ok, donc ça va juste me servir pour plus tard. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, que j'ai créé ma première entité, bah on va remplir notre base de données déjà. On va remplir notre base de données. Donc là, je vais faire plus. Donc vu que l'ID est auto-généré, là je vais mettre user +1 @email.com.
Et en mot de passe, ici, je vais mettre password. OK. Je submit ça. Et ça, je vais la dupliquer. Clone row. Clone row. Clone row. Ici, je vais mettre user plus 2. User plus 3. User plus 4. Hop. Et tout ça, je le soumets à ma base de données. OK. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer la liste des utilisateurs. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça et je vais surtout enlever ça aussi. OK. Je vais vouloir récupérer ma liste d'utilisateurs. Alors, je vous ai dit que Doctrine, c'était basé sur 2 patterns. Le data mapping, donc le data mapping, on l'a vu ici. Je map ma classe comme étant une entité. Je lui dis que mon ID, c'est une clé primaire qui va être auto-incrémentée et qui va être une colonne de type integer, que mon email va être une colonne de type string, et que mon password va être une colonne de type string aussi. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est du data mapping, c'est le fait de mapper en gros le schéma de notre base de données en mode classe, d'accord ? Ouais, mais en fait, là, c'est vu qu'on est sur SQLite, le drop ne fonctionne pas, c'est pour ça. Quand on est sur MySQL, le drop, moi, à chaque fois, je fais drop, create, schéma update, et après je fais mes fixtures, et les fixtures, on verra plus tard ce que c'est. Ok, donc comme je l'ai dit, il y a 2 patterns. Data mapping, qu'on a vu tout de suite maintenant, mais il y a aussi le repository pattern. Alors le repository pattern, qu'est-ce que c'est ? En fait, les repositories, ce sont quoi ? Ce sont des services qui vont permettre justement de faire de l'accès aux données, mais aussi toute la partie persistance si vous avez envie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un dossier qui va s'appeler repository. Ah, il existe déjà. Il est ici, pardon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe qui va s'appeler user repository. Alors vous, il faut savoir qu'il existe le maker, make entity, qui fait tout ça pour vous, qui fait tout ça et qui crée le repository pour vous. Là, ce que je vais avoir besoin de faire ici dans l'entity, c'est de préciser quel va être le repository class. Donc nous, c'est un FQCN qu'on va devoir mettre. Donc repository class, class. User repository, class. Ici, notre user repository, il va extend, du coup, service entity repository. Ça, c'est obligatoire pour lui préciser que notre classe user repository est un entity repository. D'accord ? Donc, 2 doctrines. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais surcharger le constructeur. Là, le constructeur, il s'attend à avoir en deuxième argument l'entity class. Bah, nous, on n'a pas besoin, on peut le faire à la main, ça. Donc, on va lui dire que c'est sur la classe user. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais lui dire, justement, que moi, ce que je veux, c'est, on va utiliser l'injection de dépendance. Ok. Là, on va rentrer dans le vif du sujet sur Symfony. C'est qu'il faut bien comprendre que sur Symfony, on utilise souvent l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'injecter, au lieu d'instancier un service, on va plutôt injecter dans son constructeur, dans une méthode de notre contrôleur, injecter directement une instance du service qu'on souhaite utiliser. Donc moi, ce que je souhaite utiliser ici, c'est user repository. Alors, on va plutôt l'appeler user repository. Et là, il faut comprendre que tout ce qui va se passer ici, c'est géré dans la configuration ici. C'est-à-dire qu'en fait, dans le service.yaml qui se trouve dans config, on lui a dit que par défaut, on veut de l'auto-wire et de l'auto-configure. Bon, l'auto-configure, pour le moment, on met de côté. Mais l'auto-wire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va être capable de, justement, d'injecter quand on a besoin, d'injecter pour nous, quand on a besoin, le service dont on a besoin ici. Moi, j'ai besoin de l'user repository. L'auto-wire va me permettre, justement, de le faire pour moi. C'est comme les factories de la Ravel. Je sais pas trop. Je sais pas sûr que ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne pareil. Je sais pas, parce que Eloquent, c'est de l'Active Directory. C'est de l'Active Records, pardon. C'est de l'Active Records, donc c'est encore un pattern différent. Donc là, moi, ce que je veux, c'est récupérer tous mes utilisateurs. Donc je vais faire un return this render. Donc nous, on a dit que c'était home/index. Non, slash. Alors attendez. D'ailleurs, je me suis trompé. Home, voilà. Et là, on va lui filer les users qu'on va récupérer depuis une variable. Donc cette variable, il va bien falloir lui mettre quelque chose dedans. Et bien, avec notre repository, on va tout simplement faire un user repository find all. Et là, il va nous renvoyer quoi ? Il va nous renvoyer tous les utilisateurs qui se trouvent en base de données. Donc si je fais ça et que je vais dans ma vue, je vais pouvoir faire un tableau, par exemple. On va faire un tableau. Table.table, thead, tr, th, id, email, password. Ok ? Et je vais donc avoir dans mon tbody, et là, for user in users, pour chaque utilisateur qui se trouve dans
dans users. Donc là, comme je l'avais fait tout à l'heure, d'accord? Et bien là, je vais pouvoir faire tr, td, user.id, user.email, user.password. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Alors, attendez. Hop. On a bien notre tableau avec tous les utilisateurs qu'on a en base de données. Donc, le find all permet de récupérer tout ce dont on a besoin. Ok. Bon. Pourquoi pas? On peut aller plus loin en lui mettant par exemple quelques petites contraintes si besoin. Mais ça, vous verrez plus tard, c'est l'utilisation de find by. On peut lui mettre des critères par exemple. Moi là, je vais mettre aucun critère, mais par contre, je vais vouloir faire un tri par email et de manière décroissante. Donc desk. Et en faisant ça, si je rafraîchis, j'ai cette fois mes users qui sont triés de manière décroissante par email. Voilà, très simple, mais c'est fonctionnel. Ok. L'écriture, l'écriture de quoi? Ça, c'est ce qui permet de faire des instructions avec Twig, de pouvoir faire des boucles, des conditions, ce genre de choses. Voilà. C'est ce qui permet de faire des instructions. Les doubles moustaches, les doubles accolades, c'est ce qui permet d'afficher quelque chose. Mais ça, c'est pour faire des instructions. Voilà, tout simplement. Alors, mais oui, c'est du Twig du coup. C'est du Twig, effectivement. Alors, on a affiché tous nos utilisateurs. Bon, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir une page où j'affiche un utilisateur bien précis. Donc là, on va faire public, function. On va l'appeler show. Alors, pour le moment, je vais rien mettre ici. Vous allez voir. On va faire response. Je vais faire ma route. Je vais l'appeler user, par exemple. Et là, je vais mettre user slash... Je vais lui passer l'ID, du coup, que je vais récupérer ici. OK. Et je vais faire ma petite vue. Donc là, je vais l'appeler user. Et ici, du coup, ça va être un user. OK. Donc là, j'ai mon ID. Donc pour récupérer un utilisateur en fonction de son ID, c'est très simple. $user égale... On va devoir, encore une fois, utiliser l'injection de dépendance pour injecter notre repository. Donc user repository qu'on peut mettre à côté de notre int ID qui correspond à l'ID dans la route. Ça, on n'oublie pas ce que j'avais montré tout à l'heure. Et là, on va faire user repository find. Et là, il s'attend à avoir un ID. Et ben, on va lui faire cet ID-là, tout simplement. Hop, je lui donne cet ID. Je vais créer mon template. Voilà. Et là, je vais faire tout simplement h1 et je vais afficher user.id, user.email, user.password. Voilà, tout simplement. Bon. Maintenant, ce que je veux, c'est que ce soit ici, en fait. C'est que quand je clique sur, par exemple, l'email, je veux aller sur ma route. Donc là, pour faire ça en Twig, ça va être très simple. On va donc faire dans le href, on va utiliser la fonction qui va s'appeler path, et on va lui donner le nom de la route. Le nom de la route, on l'a nommé comment? User. Ok, on va prendre ça, user, mais il faut lui passer l'ID. Donc en second argument de notre fonction path, on va mettre des accolades qui correspondent au tableau, si vous voulez, et on va lui dire que l'ID c'est quoi? C'est user.id. Ok. Et ça, je vais donc lui mettre à l'intérieur ma valeur email. Si je rafraîchis, cette fois je peux cliquer. Si je clique ici, eh bien j'ai bien mon user avec l'ID et toutes les informations de mon utilisateur. Très simple, très simple. C'est comme le Jinja de Python. Oui, exactement. Twig, c'est basé sur Jinja à la base. Exactement. Donc, on a récupéré notre ID, on a injecté user repository, ce qui nous a permis de faire un find. Le find permet de récupérer une valeur et de lui donner surtout la clé primaire à l'intérieur. Et c'est seulement la clé primaire, attention. Et derrière, donc, on a passé notre user à la vue. Ok. Bon, jusque-là, c'est très simple. Maintenant, on va voir une petite subtilité qui va être vraiment très appréciable. Je vais enlever tout ça et je vais mettre directement user, $user. Je vais enlever ça et je vais faire ça. Tout simplement. On va voir ce qui va se passer. On va voir. Pourtant, user correspond à rien. Hein. La variable user correspond à rien. Mais on va voir. Je rafraîchis, ça fonctionne très bien. Si je mets par exemple 2, il va bien me récupérer l'user numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne comme ça? On a ce qu'on appelle la notion de param converteur. Le param converteur sur Symfony, ça permet de faire quoi? Ça permet en fait de convertir un paramètre dans notre route. Ici, le paramètre, c'est ID. On lui dit ensuite dans notre méthode, dans l'argument de notre méthode, qu'on veut injecter l'entité user.
Mais on lui dit, mais attends, comment il est capable de faire la jonction, de dire, ok, comment il est capable de me donner un user? Eh bien en fait, il est capable de se dire, attends, je sais que tu m'as donné un ID dans les paramètres et que tu as besoin d'un user. Si je regarde l'user, en fait, je remarque que dans le mapping doctrine, on a l'ID ici. On récupère l'ID. On voit qu'on a un champ qui s'appelle ID, qui porte le même nom que le nom de la variable qu'on a ici. Ah bah en fait, ce que je vais faire pour toi, tu sais, toi développeur, je vais te simplifier la vie. Je vais directement prendre le repository, faire un find par rapport à l'ID, par rapport à ce que tu as mis du coup dans ta route, et je vais directement te donner un objet user. Comme ça, t'as pas besoin de faire ce que tu as fait ici, ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire injecter l'user repository et faire un find. Je n'ai pas besoin, il le fait pour moi. Donc ça, c'est un petit coquin ce petit Symfony, exactement. Donc ça, c'est la petite subtilité qui est vraiment cool. On pourrait aller plus loin, je pourrais passer beaucoup de temps sur la partie route, mais ça, on verra quand Il était une fois sortira, il y aura tout plein de cours sur la partie routing où il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de choses qu'on peut faire en plus. Ici, je pourrais très bien mettre par exemple email, et il sera capable aussi de me dire si je mets ici un email, d'aller me récupérer l'utilisateur en fonction de son email. D'accord ? C'est en fait, il faut vraiment comprendre que là, le nom de la variable, doit vraiment coïncider avec une des propriétés qui existent ici. D'accord ? Très important. Pour les routes, on connaît déjà. Alors écoute, tant mieux. Alors, là, on a vu comment lister et comment afficher une valeur. Ok, jusque-là, très bien. En quoi consiste Symfony ? Symfony est un framework. Symfony est un framework qui permet de faciliter les développements en PHP pour pouvoir faire des sites web ou des API ou même du script, tout simplement. C'est vraiment une question de gagner du temps. Il faut comprendre que quand on crée un framework, il faut vraiment essayer de se dire pourquoi on crée un framework. Tout simplement parce que les développeurs, à un moment donné, à force de réinventer la roue, à chaque fois de réutiliser des scripts qu'ils avaient déjà fait, se sont dit attendez les gars, on se fait chier, on se fait toujours chier à toujours réutiliser les choses qu'on fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus simple, on va reprendre ce qu'on avait l'habitude de faire et on va essayer de créer toute une structure qui va nous permettre au final de créer un gabarit et plein d'outils à l'intérieur pour nous faciliter le développement. C'est comme ça qu'a été créé Symfony à la base. C'est parce que ce sont des développeurs qui ont eu marre de toujours refaire les mêmes choses et qui se sont dit attendez les mecs, on a marre de faire toujours la même chose, on va créer un petit framework qui va nous permettre de nous simplifier la vie. Voilà comment est né un framework. Ça joue sur le design de nos pages web. Alors ce qui va jouer sur le design de tes pages web, c'était vu Twig. Twig est un moteur de template. C'est-à-dire qu'on utilise, c'est à la fois du HTML mais avec des instructions bien précises qui est propre à Twig. Et derrière, on peut évidemment mettre du CSS et tout ce que tu as envie. Alors, revenons un petit peu sur notre sommaire. Alors, on a vu tout ça déjà. Il est quelle heure ? Il est 53. Est-ce que je vais passer à la partie persistance ? Je pense pas, parce qu'en 7 minutes, ça va être très short. Donc je pense pas qu'on va passer à la partie persistance. On en reparlera tout ça demain. On finira demain toute la partie doctrine pour justement commencer le projet pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu ici. Et on verra certainement des choses un petit peu plus... on ira certainement un peu plus dans le détail, notamment avec Webpack encore, ce qui va nous permettre de faire du JavaScript, un petit peu de CSS ou de SCSS si on a envie, par exemple. On va pouvoir voir tout ça très rapidement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, ça me fait du bien de revenir un petit peu sur des bases et d'essayer de vraiment de prendre la casquette un petit peu de formateur et de repartir un petit peu là-dessus. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de repartir sur quelque chose. Et je sais que ça plaît je sais qu'il y a toujours du monde à qui ça plaît de repartir. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre. Et Symfony, on va pas se mentir, c'est quand même un super framework. Pour avoir, de rien, Rizok Dev, de rien, moi je prends beaucoup de plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la possibilité de tester vite fait, j'ai quand même testé beaucoup de frameworks back-end sur Python, par exemple, avec Django, du Ruby on Rails, Laravel, et d'autres frameworks, d'ailleurs PHP qu'on a fait il n'y a pas si récemment, comme Laminas Project ou comme Fat Free Framework, par exemple. Et d'autres. Alors, je vais répondre à ta question juste après, Dacom. Et d'autres frameworks back. On va pas se mentir. Symfony, bien que ce soit un peu verbeux, peut-être la courbe d'apprentissage est peut-être un peu sévère, mais clairement,
C'est très qualitatif. C'est vraiment très qualitatif et franchement, si vous aimez bien, si vous commencez à aimer bien Symfony, vous allez vous éclater dans ce framework parce qu'il y a énormément de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres. Bien que je pense que je le mets quand même au-dessus de, avec Laravel, que je le mets au-dessus de tous les autres frameworks PHP, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, c'est vraiment un framework qui permet de faire les choses très proprement, de vraiment s'éclater à faire des choses aussi. Ça peut être un petit peu verbeux comme je l'ai dit, la courbe d'apprentissage comme je le disais aussi est un peu raide, mais une fois que vous avez passé les premières étapes, après vous allez que vous éclater dedans. Alors Dacom, ce qu'il faut comprendre c'est Symfony ou React, ce sont deux choses différentes. Symfony c'est du PHP, donc c'est côté serveur. React, alors déjà React c'est pas vraiment un framework, c'est plutôt une librairie de type orienté composant et UI, mais ce qu'il faut comprendre c'est que React c'est côté front-end. Donc en fait tu peux utiliser plutôt Symfony avec React. Tu peux utiliser les deux ensemble, ça fonctionne aussi, puisque Symfony ça va être la partie serveur qui va délivrer des données à React qui va pouvoir consommer un petit peu, qui va consommer en fait ton serveur pour justement afficher des choses, modifier des choses, bref, pour faire du traitement en mode interface. Donc c'est plutôt complémentaire, on pourrait le voir de manière complémentaire si tu veux. Bah de rien, mais Jalil, l'initiative Symfony Turbo promet de belles choses et peut rivaliser avec du React aussi. Alors ça, peut-être pas forcément rivaliser, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir, mais en tout cas, c'est sur le bon trajet en tout cas. Ça va bien en tout cas. C'est intéressant pour les API REST. Oui, avec les API REST, ouais. Le framework que j'ai aimé, c'est Flask sur Python. Ah, j'ai pas trop kiffé, moi, Flask. J'ai préféré Django pour le coup. Ouais, c'est bien de revoir les bases de Clémaxil, je suis d'accord. Bon, allez, les amis. En tout cas, on se retrouve demain, 16h30. N'oubliez pas 16h30 pour la suite de ce live, de ces sessions orientées Symfony. Donc, je compte sur vous demain, 16h30. N'oubliez pas, on se revoit aussi après-demain pour finir tout ça, pour finir le projet du coup, on met en pratique tout ça, samedi de midi à 14h. Donc je compte sur vous pour bien enchaîner. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller me détendre devant Batman. On va aller au cinéma, ça va faire du bien. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien. Et on se retrouve du coup demain, 16h30. Je compte sur vous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.